On va commencer. Merci. Bonjour. Juste question logistique, il y a une caméra? Oui, Parfait. la caméra est juste en face. Bonjour à vous tous. Dernière séance de l'année, encore une fois, donc enregistrée sur le web et donc accessible donc, par la suite en tout temps. Aujourd'hui, on va parler effectivement du thème de l'année 2019 qui va être donc le transfert d'entreprise. Et puis que chacun d'entre vous puissiez être armé d'avoir donc toutes les cartes dans votre main de façon à agir efficacement par rapport aux 60 000 entreprises qui sont prévues de changer de main au cours des prochaines années. C'est un énorme défi, c'est une énorme porte ouverte pour toute notre industrie. Et il me semble important pour notre organisation qu'on puisse vous donner donc, tous les outils en main pour que vous soyez totalement efficace par rapport à ce registre-là. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à David Fortier, Luc Rosselet qui est là aussi. Définitivement, si vous avez des questions sur le web, à travers vos webinaires, de laisser savoir. En tout temps, ces gens-là vont être disponibles pour vous et ils vont œuvrer donc, sur trois possibilités. Un, le financement corporatif. Deux, la possibilité de revaloriser donc l'entreprise pour donner donc une valeur en termes pécuniaires au moment du transfert. Trois, travailler avec des acheteurs potentiels pour scinder la possibilité de trouver l'âme sœur qui soit totalement en corrélation avec nos valeurs initiales. Donc voilà les trois éléments. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à David et puis de compléter ma mise en introduction. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde de vous joindre à nous ce matin pour la formation. Comme il a été mentionné, l'objectif aujourd'hui, c'est de discuter de transfert d'entreprise. Puis, étant donné que vous œuvrez de près ou de loin dans tout ce qui touche le transfert d'entreprise ou ce qui va toucher le transfert d'entreprise plus tard, on trouvait pertinent de vous donner, de discuter avec vous de quelques éléments clés qui pouvaient ajouter une valeur additionnelle lors de vos discussions avec vos clients, principalement de pouvoir travailler à l'avance avec eux sur le transfert d'entreprise. Ce qu'on remarque de nos jours, c'est que de plus en plus d'entreprises attendent très, très tard dans le processus pour mettre en place une structure, soit fiscale, financière, stratégique ou même un plan de relève. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on remarque qu'ils laissent beaucoup d'argent sur la table. Soit parce qu'ils ont mal valorisé leur entreprise, soit parce qu'ils ont trop d'impôts à payer, soit que la succession est mal établie. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va couvrir quelques éléments qui sont relativement de base, qui vont vous permettre d'avoir une discussion, je dirais, en amont avec vos clients pour être capable de positionner vos services au cours des mois ou des années à venir pour les accompagner. Donc, pourquoi ça ne fonctionne pas? Désolé. Bon, mais comme il a été mentionné déjà, plus de 60 000 entreprises vont changer de main d'ici 5 ans au Québec. On dit 60 000 entreprises vont changer de main. Par contre, il y a environ 98 000 entrepreneurs qui veulent prendre leur retraite d'ici les 5 prochaines années. Malheureusement, près de 40 000 entreprises ne trouveront pas preneurs. Pourquoi elles ne trouveront pas preneurs? C'est parce que leurs entreprises ne seront pas positionnées pour être des cibles intéressantes pour acquisition. On va couvrir un petit peu plus tard les raisons pourquoi et qu'est-ce qu'un entrepreneur devrait faire pour s'assurer que son entreprise soit attrayante et soit valorisée à sa pleine capacité. Est-ce que je parle assez fort? Parfait, exact. Donc, la réalité, la plupart des entrepreneurs attendent trop tard pour préparer leur vente d'entreprise. Une majorité ignore la vraie valeur de leurs entreprises. Une grande majorité des propriétaires d'entreprises n'ont pas de plan de relève ni de transfert. Ils n'ont pas procédé à une planification successorale. Ça, je pense que c'est un des éléments qui pourrait être très pertinent pour vous aussi. Ils ont mal évalué leurs besoins financiers suivant la retraite. Ça va bien quand on travaille, on a des revenus. Si on vend notre entreprise, on va avoir un beau petit montant d'argent, il faut planifier qu'est-ce qu'on va faire. Je pense que c'est vraiment pertinent. Puis malheureusement, il y en a plusieurs qui touchent pas à ça. Donc, l'ordre du jour, êtes-vous prêt à vendre? Qui va acheter votre entreprise? Combien vont-ils payer? C'est les 3 sujets principaux qu'on va discuter aujourd'hui. La première chose à savoir, quand on est un entrepreneur ou on est un dirigeant d'entreprise, il faut comprendre la raison pourquoi on veut transférer notre entreprise. Quand on dit transfert, c'est parce qu'il y en a que ça va être vente, ça va être fusion, ça va être acquisition. Fait qu'on va utiliser le terme transfert, mais je dirais que dans la plupart du temps, ça va être une vente, puis probablement une vente d'actions parce qu'on veut essayer de capitaliser sur le 800 000, je crois que c'est encore ça, 800 000 sur le l'exonération de gain en capital. Donc, pourquoi est-ce que quelqu'un veut transférer son entreprise? Est-ce qu'on a des nouveaux projets? Est-ce qu'on veut faire une retraite complète? Est-ce que c'est une semi-retraite?
Est-ce que la pérennité de l'entreprise est importante pour vous? Puis, l'important dans tout ça, c'est de vraiment s'assurer, il faut que l'entrepreneur se pose vraiment la question à dire pourquoi je veux vendre mon entreprise. Puis, une fois qu'il répond à ces questions-là, ben, on va être mieux équipé, soit vous, soit nous, soit les autres professionnels du marché, pour les encadrer de la bonne façon. Parce que quelqu'un qui veut prendre une retraite complète, c'est sûr que sa vision de revenus futurs va être complètement différente de quelqu'un qui se dit, ben, je pars un nouveau projet. Il y a différents aspects comme ça. C'est important que les gens, dès le départ de leur dans le fond, réflexion à savoir je veux vendre mon entreprise dans le futur, il faut qu'ils se posent ces questions-là. Puis malheureusement, les gens ne le font pas. Je pense que c'est un des éléments que vous pouvez discuter avec vos gens, avec vos clients. Puis je dirais, c'est qui un client potentiel avec qui on peut parler ça? Je dirais une personne qui est en affaires depuis 15, 20, 25 ans avec son entreprise. Probablement que ça peut être une discussion qui est intéressante. Quelqu'un qui est début cinquantaine, mi-cinquantaine, fin cinquantaine, c'est sûr que c'est des discussions qu'on doit avoir. Je vous raconterai tout à l'heure un petit peu un exemple, puis c'est la raison pourquoi on a commencé à développer notre approche en accompagnement au transfert d'entreprise. Puis quand je dis notre approche au transfert d'entreprise, on ne fait pas le transfert comme tel. On n'est pas là lors de la signature. On n'est pas là pour la passation de pouvoir d'une personne à l'autre. Nous, ce qu'on aime, c'est être là en amont, aider les gens pendant 1 an ou 2 à se préparer à vendre, mettre un beau emballage, la boucle sur le paquet, puis s'assurer que la compagnie est attrayante et bien valorisée. Puis sinon, ce qu'on aime aussi, c'est de l'autre côté, accompagner l'acheteur, puis lui dire, ben qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à améliorer la valeur et la rentabilité de ton entreprise rapidement pour que tu sois capable de rembourser ta dette de façon plus efficace. Première question à se poser quand on veut vendre. Est-ce que votre entreprise est attrayante? Là, ici, je donne un exemple, c'est un mauvais exemple. Je vais parler de notre compagnie. On est une firme de consultants. Si Luc et moi, on décide qu'on transfère notre entreprise, la compagnie va valoir rien. Fait qu'aujourd'hui, elle a une belle valorisation parce qu'on va prendre les EBITDA x5 puis on va dire, wow, notre compagnie vaut 250 000 mais par contre, si les 2 personnes clés quittent, ben la compagnie ne vaut plus rien parce qu'il n'y a plus de revenus puis il n'y a plus d'exécution. C'est pas parce qu'on a une belle entreprise que c'est nécessairement attrayant pour d'autres entrepreneurs. Fait que vraiment, il y a des éléments clés qui vont faire qu'une entreprise va être attrayante pour un acheteur potentiel ou pas. Je dirais une des premières choses qui va être importante à regarder, c'est la structure organisationnelle. C'est sûr que historiquement, beaucoup d'entrepreneurs sont de la génération des baby boomers, puis ils sont partis de rien, ils ont bâti une belle entreprise, puis malheureusement, leurs entreprises sont ce que moi j'aime appeler des one-man shows. C'est-à-dire qu'on a une personne qui connaît les fournisseurs, qui connaît les clients, qui fait la comptabilité, qui part les machines le matin, qui répare les machines, à la seconde qu'il y a une problématique, on appelle le patron. C'est lui qui répare tout. Malheureusement, s'il n'y a pas la bonne structure, ben ça va pas être intéressant à acheter. Parce que le jour que cette personne-là s'en va, ben l'acheteur se tombe dans les souliers de l'autre personne. Fait que c'est important pour l'organisation qui désire vendre son entreprise de mettre en place les bons éléments. C'est quoi les bons éléments? C'est un organigramme adéquat. C'est sûr que les organigrammes, là, je ne commencerai pas à parler de structure organisationnelle et les avantages de tout, mais ce qui est important pour moi dans ça, c'est de dire, c'est qui la personne responsable, c'est qui ses subalternes, pour être capable de mettre en place une ligne de communication efficace. Une fois qu'on a défini c'est quoi la ligne de communication efficace, ben, il faut définir c'est quoi les rôles et responsabilités de chacun. Si moi, je veux vendre mon entreprise, il faut que je m'assure que tout ce que je fais, tout mon savoir, il faut que je sois capable de le distribuer à travers l'équipe. Après ça, la gouvernance, c'est qui est responsable de quoi dans l'entreprise? Aujourd'hui, c'est sûr que je suis capable de tout décider, c'est ma business. Par contre, quand je ne serai plus là, ben, il faut que ça soit périn. Donc, il faut définir un comité de gouvernance ou donner des responsabilités à chacun pour être capable d'évoluer l'organisation. Puis, bien entendu, si on veut mettre notre entreprise super attrayante pour les gens, il faut s'assurer de réduire notre risque opérationnel. Fait que, quand je parlais d'organigramme tout à l'heure, puis de définition des rôles et responsabilités, pour moi, c'est quoi? C'est qu'il faut s'assurer que l'entreprise a en place les rôles,
les aspects clés sont répartis sur différentes personnes. Parce que dans un contexte de transfert d'entreprise, si on a une personne qui quitte, ben, on veut s'assurer que l'entreprise ne soit pas au péril. Je donne souvent l'exemple du ce qu'on appelle dans le consulting le rain man, la personne qui rentre beaucoup de business. Si on a un représentant ou un vendeur qui rentre 50% de la business, mais s'il s'entend pas avec la nouvelle personne, ben ça se peut que 50% de la business s'en aille. Fait qu'on se dit, si on transfère notre entreprise, c'est pas grave. Par contre, souvent, dans un transfert d'entreprise, on a ce qu'on appelle une balance de prix de vente. Donc, c'est important pour moi, si j'ai une balance de prix de vente, de m'assurer de me protéger dans le futur. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? C'est bon? Parfait. Mon débit est correct, je parle pas trop vite. OK, good. Bon, donc c'est ça. Fait que c'est important en début de processus d'évaluer la structure organisationnelle, puis de s'assurer de mettre en place les éléments manquants pour assurer la pérennité de l'entreprise. Une fois qu'on a une structure organisationnelle qui est adéquate, l'autre élément qui est vraiment important, puis je pense que ça, c'est l'élément que la plupart des gens laissent de côté, c'est au niveau de la gestion des opérations. J'ai touché un petit peu tout à l'heure la gestion des connaissances, qu'on a souvent une personne ressource, soit souvent le propriétaire, soit un directeur des opérations ou un directeur finance ou un directeur des ventes, qui sont des personnes clés dans l'organisation, puis qui ont pas mal tout dans leur tête. On a une question, on se retourne vers ces gens-là. Puis malheureusement, qu'est-ce qu'on a comme problématique avec ça? C'est que si cette personne-là quitte, on se ramasse avec des problématiques. Fait qu'en tant qu'acheteur ou repreneur d'entreprise, ça c'est le nouveau terme que pas mal tout le monde utilise maintenant. Là, on appelle ça les cédants au lieu des vendeurs, puis on appelle ça les repreneurs. Ce que les repreneurs regardent dans ça, c'est qu'ils vont donner un discount sur la compagnie s'ils prévoient qu'il y a un risque. Fait que c'est vraiment important d'avoir un beau programme de gestion de connaissances. Je dirais, une des premières choses qu'on peut faire pour ça, c'est mettre en place des processus d'opération standards. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les processus standards d'opération. Dans le fond, qu'est-ce que c'est un processus standard d'opération? C'est comme un mapping ou une liste d'épicerie ou une recette de chacune des opérations clés de l'organisation. Si on est dans les assurances, ben, lorsque vous faites une tâche, ben, vous avez différentes étapes à faire. C'est quelqu'un qui est dans une usine, ben, aujourd'hui, on est sur une presse à métal. Ben, c'est quoi les étapes à faire sur la presse à métal? Si on a un plan de maintenance à faire sur l'ensemble des équipements, mais c'est quoi mon plan de maintenance? Pour être capable de prendre les informations dans la tête de tout le monde puis la mettre sur papier. Puis là, qu'est-ce que je m'amuse à dire, c'est le jour que le dirigeant d'entreprise est capable de ne pas rentrer travailler, d'aller jouer au golf le mardi, le mercredi sans appeler d'avance, puis que la compagnie roule comme s'il n'était pas là, bien, probablement qu'il y a quelque chose en place qui commence à être pas pire. Là, ce qu'il faut s'assurer, c'est que la personne qui est capable qui va reprendre l'entreprise soit capable de prendre le relais sur le futur. Encore une fois, tout ça, c'est le but, c'est de déléguer les responsabilités, réduire les risques, améliorer la profitabilité. Bien sûr, lorsqu'on fait un programme de gestion des connaissances, de mise en place de processus standards d'opération, le but, c'est souvent, moi j'appelle ça couper dans le gras. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend le processus opérationnel puis on regarde son niveau d'efficacité. Si on regarde une entreprise qui est efficace, exemple, à 60%, qui est probablement la moyenne au Québec, c'est 57%, si jamais vous voulez savoir, le niveau d'efficacité d'une compagnie moyenne au Québec. Là. Ça, c'est un sondage qu'on a fait avec 350 entreprises. 57% le taux d'efficacité opérationnelle. Toyota, il est comme plus à 96, donc il y a beaucoup de place. Fait que quand on regarde une entreprise, puis on regarde les processus de l'entreprise, notre but, c'est d'identifier les pertes puis de les réduire. Qu'est-ce que ça fait comme impact? Ben, c'est que ça l'améliore énormément la profitabilité de l'entreprise. Puis souvent, ce qu'on remarque aujourd'hui, puis ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez sûrement entendu beaucoup cette année parce que je pense que c'est le sujet chaud, c'est le manque de main-d'œuvre. On est au plein emploi. Les gens nous disent à longueur de journée, oui, mais David, Luc, je veux bien que vous nous aidez, là, mais trouve-moi du monde. On n'est pas en ressources humaines. Je ne peux pas les aider à trouver du monde. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est s'assurer que chaque personne travaille sur la bonne tâche puis le fait de façon efficace. Fait qu'une entreprise qui a 20 employés qui travaillent de façon efficace à 55, mettons, disons 60%, juste que ça soit facile à calculer, c'est comme s'il y avait 12 employés qui travaillaient à 100%. Puis il y en a 8 qui ne travaillent pas. C'est pas tout à fait ça parce que c'est sur l'ensemble du monde. Sauf que si on améliore ce ratio-là de 60% à 80%, bien, c'est comme si l'entreprise venait de gagner 4 employés. On les a pas inventés, on a juste redistribué les tâches, on s'est juste assuré que leur méthode de travail est efficace. Fait que ça, c'est vraiment un avantage qui devient vraiment pertinent pour les entreprises.
Après ça, la prochaine question qu'on pose aux gens lorsqu'on les rencontre, c'est « Avez-vous un plan de transfert? » Environ 80% des entreprises au Canada, c'est des petites entreprises. Puis malheureusement, la plupart des petites entreprises n'ont pas de plan de relève. Ils vont arriver à la dernière minute, ils vont vous appeler, ils vont appeler leur fiscaliste, ils vont appeler tout le monde, ils vont dire « Hey, j'ai un offre pour ma business, faut que je vende, venez m'aider parce que je veux avoir le plus possible dans mes poches. » Malheureusement, ça marche pas comme ça. On peut le faire, on sera pas optimal, on va laisser beaucoup d'argent sur la table puis on va en donner beaucoup au gouvernement. Si on veut être efficace, c'est quelque chose qu'on doit planifier 3 à 5 ans probablement à l'avance. Puis en faisant ça comme ça, ben on va être optimal. Puis vous allez être capable de jouer un rôle proactif, puis probablement être capable de sortir des liquidités de l'entreprise sans affecter trop la valeur pour que la personne en ait plus à la fin. Fait que là, c'est un élément que les conseillers aujourd'hui peuvent poser comme question à leurs clients en disant c'est effectivement. Est-ce que vous avez un plan de relève dans votre entreprise? C'est une question, c'est certainement quelque chose que personne ne posait dans le passé. C'est ça. Et puis là, il y a une opportunité, une porte qui s'ouvre avec l'alliance qu'on met en place. C'est ça. Effectivement, ça, c'est une des premières questions qu'on peut poser avec les gens. Ce que je remarque dans un modèle d'affaires de conseil, notre conseil qu'on donne est différent du vôtre, sauf que ce que je remarque qui est pas mal similaire, c'est que lorsqu'on rencontre les gens, souvent, on a tendance à tomber directement dans le vif du sujet. Puis, en tombant directement dans le vif du sujet, les gens nous étiquettent sur une expertise. J'ai besoin de planification successorale, je vais appeler telle personne. J'ai besoin d'un acte notarié, je vais appeler un notaire. Par contre, je pense que où on va être capable de créer plus de valeur, puis là, si vous ne l'avez pas encore vu sur le marché, je vous dirais que les banques commencent à être excessivement agressifs sur ça. Je me suis fait approcher personnellement depuis les 4 derniers mois par 3 banques à la gestion privée qui m'offrent un programme d'accompagnement pour ma planification successorale. Là, je la regarde, je dis, écoute, j'ai une mauvaise démographique. 1, je suis pas gestion privée, je suis pas assez riche. Ben, on s'en parlera dans 10 ans. 2, j'ai 42 ans, fait que je suis pas prêt à vendre. Mais il dit, ben, c'est pas grave, tu es sur notre liste pareil. On veut commencer à bâtir la relation avec toi. Fait que les gens voient une grande opportunité. Fait que pour vous, ça va être vraiment important de vous positionner comme quelqu'un qui est capable d'offrir plus de services. C'est sûr que c'est pas vous qui allez faire le plan, sauf que si vous en parlez, les gens vont commencer à dire, écoute, il est capable de m'aider sur plusieurs volets, puis il y a peut-être des portes d'entrée sur des gens qui pourraient me référer qui seraient intéressants à moi à discuter. Quelque chose qui est important à mentionner aussi par rapport au plan de transfert, c'est qu'un transfert d'entreprise, c'est émotif. Les gens vont travailler pour bâtir leur business, ça devient comme leur enfant. Ils vont travailler là-dessus pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, des heures et des heures par semaine. Donc, ça devient excessivement émotif. Fait que si on fait un plan, mais là, ça devient plus structurel, moins émotif. Donc, on est capable d'avoir des réflexions beaucoup plus rationnelles et réfléchies. Pourquoi un plan de transfert? Moi, le plan de transfert, je l'attache souvent avec la planification stratégique d'entreprise, pratiquement. C'est pas exactement le même exercice, mais pour moi, il faut que ça se tienne ensemble. Il faut que ça ait une cohérence. Donc, définir vos objectifs à long terme. Évaluer ces options. Est-ce que je vends mon entreprise en bloc? Est-ce que je vends des parcelles? Est-ce que je fusionne puis que je retire plus après? C'est quoi mes différentes options? Concevoir des stratégies, des tactiques, à mettre en place pour régler les problématiques qui sont présentes dans l'entreprise. Le repreneur va venir faire un due diligence, soit avec son comptable, soit avec son avocat, soit il va s'asseoir dans nos bureaux pendant quelques jours pour voir comment ça fonctionne. Ce serait vraiment plate qu'il y ait ce que j'appelle des problèmes standards qui apparaissent quand il est là. Tu sais, les petits problèmes qu'on le sait, ça a toujours été le même, on le sait, c'est pas grave, on fait ça se règle. Mais ce serait le fun de tout régler ça avant que la personne vienne visiter. Fixer des échéances et attribuer des responsabilités pour chacune des tâches à faire. Assurer la rétention des employés clés. Si on attend à la dernière minute, on a des employés clés qui vont probablement partir, puis ça va impacter notre valeur d'entreprise présente et future. Donc, il faut les impliquer. Comme ça, ils vont voir que lorsque je prends ma retraite, je ferme pas la porte. Je vais probablement passer le flambeau à quelqu'un d'autre, puis si tu joues un rôle clé, ben tu vas jouer un rôle clé dans l'autre personne. Donc, on inclut la personne. Puis c'est important aussi de ne pas attendre à la dernière minute pour identifier les accompagnateurs que les gens vont avoir besoin. Fait que je pense que ça, c'est un élément, la question que Frédéric a mentionné tout à l'heure. Si vous vous positionnez 1 an, 2 ans, 3 ans
à l'avance comme une personne clé qui peut aider dans le transfert d'entreprise, bien, vous allez être capable de mettre en place des éléments financiers qui vont être avantageux pour la personne. Puis probablement que si vous faites partie du plan de transition, ben vous allez être impliqué tout au long avec les acquéreurs. Donc, ça va faciliter votre tâche de pérennité avec suivant le transfert. Bon, le plan doit répondre aux questions suivantes. Je pense que c'est quand même assez basic, mais c'est important de le mentionner. Souvent, les gens vont oublier des éléments clés. Quels sont vos besoins et vos attentes? C'est quoi les projets pour la relève? Est-ce que c'est pour nos enfants? Est-ce que c'est quelqu'un de l'étranger? Est-ce que c'est une combinaison des deux? Quel rôle voulez-vous jouer dans l'entreprise jusqu'au transfert? Et après, est-ce que vous voulez rester pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Vous voulez pas rester du tout? C'est toutes des choses qui vont faire que la préparation va être différente. Est-ce que vous allez vendre à un ou plusieurs membres de la famille, à des employés, à un tiers, un associé? Quel sera le montage financier pour le transfert? Est-ce que vous allez offrir une possibilité de balance de prix de vente? Est-ce que vous voulez un chèque? Est-ce que vous dites, ben non, moi, je vais vous le financer une portion personnellement? Est-ce qu'il y a des modèles de partenariat que vous pouvez développer avec des gens? Puis, comment vous pouvez contribuer à la continuité de l'entreprise après le transfert? Je peux me permettre, c'est exactement le même type de cueillette de données qu'on a dans notre travail, notre marché corporatif. Si vous avez besoin de ce type de document, peut-être que vous en avez un, moi j'en ai un aussi, qui pourrait être au moment que vous en ayez un, parce que c'est le travail qu'on doit faire tous les jours pour démontrer qu'on connaît bien notre client. Puis là, évidemment, on parle d'un client corporatif. Il faut un outil pour ça. On en a un, certainement vous en avez un aussi. Il faut simplement en avoir un pour l'utiliser. Ben, dans le fond, ce qu'on a, puis je pourrais partager avec vous, c'est un questionnaire assez simple qui dit aux gens, êtes-vous prêts à vendre votre entreprise? Donc, ça pose une vingtaine de questions, puis de là, oui ou non, puis avec ça nous évalue, je dirais, un niveau de maturité de l'organisation face à un transfert, puis de là, vous êtes capable d'identifier des éléments clés. Et je pense sur ce point-là, sur cette slide-là, le point le plus important, je m'en allais sauter, c'est le point le plus important pour vous, c'est comment assurer et mener sa propre sécurité financière et celle de ses proches. Quand les gens commencent à planifier leur transfert d'entreprise, 50 ans, 55 ans, 60 ans, ben il reste quand même 30 ans en avant d'eux, là. Fait qu'il faut qu'ils s'y prennent à l'avance. Puis je pense que si vous avez la discussion avec eux 2 ans, 3 ans avant le transfert, bien, vous allez être capable de positionner des stratégies financières vraiment intéressantes. Puis une raison pourquoi on avait approché Essentiel au début, c'est que nous, on est capable d'aider l'entreprise, je dirais, à peu près jusqu'ici. Mais tout le reste, on a besoin de partenaires avec qui travailler. C'est pas notre métier, c'est pas notre expertise. C'est là, je pense que ça va être intéressant de vous impliquer dans nos transactions avec nous parce que vous allez offrir une valeur ajoutée que nous, on n'est pas capable de donner aux gens. Ah, l'écran est tactile. C'est ça que tu pointais. J'ai regardé, mais on va. OK. Bon, qui va prendre la relève? Un membre de la famille, un ou des employés, management buyout, acheteur externe, intégration verticale. Est-ce que vendre à un concurrent est envisageable? Je ne toucherai pas les cas. La raison pourquoi on demande ça, c'est que malheureusement, trop souvent, j'ai vu des concurrents qui disent « Hey, j'ai entendu dire que tu voulais vendre. J'aimerais ça voir tes chiffres, j'aimerais ça faire un due diligence. » Ils font un offre bidon avec 8 clauses qui peuvent sortir quand ils veulent. Ils viennent, ils prennent la recette du poulet, les ingrédients du poulet, de la sauce, de tout. Ils s'en vont, ils prennent vos avantages compétitifs essentiels, ils les mettent en place, puis vos avantages deviennent non existants, puis votre valeur d'entreprise diminue rapidement. Puis eux, ils ont comme pris 25 ou 30 de votre marché gratuitement. C'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Il faut être vraiment très diligent. Puis pourquoi se demander est-ce que c'est un membre de la famille ou autre? Si on a un membre de la famille, c'est un exemple qu'on a en ce moment. On a une entreprise que c'était 2 frères qui ont parti de l'entreprise. Puis là, maintenant, c'est 3 cousins qui vont prendre la relève. Les 2 frères avaient une vision un peu différente, mais là, les 3 cousins, c'est complètement différent. Il y en a un qui va aller dans l'impression 3D, l'autre qui veut rester dans l'entretien de photocopieurs, puis l'autre, il veut partir des nouveaux services. Fait que là, ça devient vraiment excessivement compétitif, puis ça devient vraiment une situation qui est toxique. Puis là, en ce moment, au lieu de focusser sur un transfert d'entreprise qui est efficace, ils sont avec des psychologues industriels pour essayer de créer une harmonie avec tout ça. Au départ, s'ils avaient identifié que c'était pas possible, ben, ils ne seraient pas pris dans cet embargo-là, de cet embroglio-là, peu importe le mot, je suis désolé. Puis, la problématique dans ça, pour les 2 frères qui vendent leur business, c'est que
ils reçoivent 50% aujourd'hui, puis après ça, sur les 10 prochaines années, ils vont recevoir un pourcentage du profit. La première année, l'entreprise a fait des pertes. Les autres années d'avant faisaient des gros profits. Fait que pour eux, probablement, si l'entreprise réussit à survivre le 10 ans, probablement qu'ils vont laisser 50% de leur retraite au fait qu'ils n'avaient pas prévu la dynamique familiale. Fait que ça devient vraiment des questions ultra pertinentes, puis c'est des éléments que vous pouvez discuter facilement avec vos gens. C'est qui va prendre ta retraite? Est-ce que ça va être tes enfants? Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils ont la formation? Est-ce qu'ils ont une vision similaire? C'est toutes des choses qui vont être pertinentes à discuter. Une fois qu'on a identifié est-ce qu'on vend, est-ce que c'est la famille, ben c'est important pour les cédants, pour les vendeurs d'entreprise, de faire une liste de repreneurs potentiels. C'est sûr que c'est pas comme une maison qu'on vient sur Centris puis qu'on dit je vais mettre une belle pancarte, tout le monde va cogner chez nous. Si on est dans une entreprise manufacturière précise, dans un service précis, ben probablement que les acquéreurs potentiels pour nous, il y en a une liste de 10, 12, 20 personnes. Fait que c'est vraiment important d'identifier ces gens-là, d'évaluer les pour et les contre que notre organisation pourrait apporter à ces gens-là pour être capable de se bâtir un pitch de vente. Fait que moi, après, ce que je recommande aux gens, c'est de dire, une fois que tu es prêt, tu as fait ton devoir, ben, rencontre-les puis parle avec eux. Puis dire, ben écoute, je suis en train de faire mon plan de relève. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que mon entreprise pourrait t'intéresser dans un avenir futur? Puis de les impliquer. S'ils disent, oui, ça m'intéresse, OK, parfait. Qu'est-ce que tu cherches dans une entreprise? Puis pendant le temps qu'on fait notre plan de transition, ben, on est capable de mettre en place des éléments qui sont importants pour les acquéreurs potentiels, comprendre c'est quoi leurs besoins. Puis de cette façon-là, on devient une cible beaucoup plus attrayante, puis qu'on va probablement vendre plus cher. Puis il ne faut pas oublier de leur dire qu'ils sont experts à rouler leur business, mais il y a des gens qui sont meilleurs qu'eux pour les aider, soit en fiscalité, soit en planification financière, soit en opération, soit en gestion des ressources humaines. Fait que c'est important que ces gens-là n'oublient pas de s'entourer comme il faut. Ça, c'est la grosse problématique qu'on voit en ce moment. La plupart des entrepreneurs ne connaissent pas la valeur réelle de leurs entreprises. Le jour où ils veulent vendre, ils ont un prix en tête qui est souvent supérieur à la valeur réelle. Ils vivent une grande désillusion. Une chance qui a été écrit, je ne l'aurais jamais dit, car ils y mettent tellement d'heures, de cœur et d'énergie. Est-ce que vous avez vécu ça quelque part? Des gens qui se disent « Ma business vaut 5 millions », puis on regarde ça, puis il y a un EBITDA de 200 000. Puis on fait comme, ouf, 25 fois l'EBITDA, t'es une entreprise de cannabis à la bourse, quoi. Donc, ça, c'est un élément desquels vous allez faire face de plus en plus. Sachant qu'il y a beaucoup de gens qui vont transférer leur entreprise, c'est important d'avoir cette discussion-là avec eux rapidement. Donc, combien vaut votre entreprise? La valeur d'une entreprise n'est pas plus que ce qu'une personne est prête à payer. Peu importe ce qu'on dit, c'est le bottom line. Donc, c'est important pour les gens de s'entourer des bonnes personnes, de poser les vraies questions. Puis, je peux la partager, la présentation, après, ça ne me dérange pas du tout. Fait que ça va être plus facile. Donc, combien ça vaut votre entreprise? Combien ça vaut votre entreprise? Il faut se poser les vraies questions, puis il faut être rationnel par rapport avec ça. Malheureusement, les entreprises pour la plupart, ne sont pas achetées pour les futurs cash flow, sont pour l'historique. Donc, en moins d'être une start-up en biotech, puis qui se dit, moi, je veux vendre, voici les patterns que j'ai, voici les revenus qui vont venir. Dans 99% des cas, les gens vont regarder qu'est-ce que tu as fait depuis 3 ans, qu'est-ce que tu as fait depuis 5 ans, puis qu'est-ce que tu as fait depuis 10 ans. Puis là, l'acheteur va dire, ben oui, ta dernière année est bonne, fait que je vais prendre les 5 dernières pour t'évaluer parce que l'année 4 et 5 n'étaient pas bonnes. Fait que, ils vont regarder vraiment en arrière pour évaluer l'entreprise parce que c'est plus garant du futur. Est-ce que votre entreprise vaut plus cher en pièces détachées? Est-ce que il n'est pas là, il est plus tard, mais je vais le mentionner pareil. Je vous donne un exemple d'une entreprise que un de mes amis banquiers qui a racheté, c'est une banque d'investissement. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait approcher par une entreprise qui avait un moulin à papier à vendre. Lui, il regardait les chiffres, puis s'est dit, hey, ça vaut rien. Les revenus, il y a 25 ans, étaient super bons. Aujourd'hui, ça vaut pratiquement rien. Fait qu'il, lui, il a fait la job du cédant, puis il a dit, combien ça vaut la business, puis combien ça vaut si je la vends en pièces détachées. Puis quand je dis en pièces détachées, là, c'est qu'il a acheté le moulin à papier puis il l'a vendu pour le métal. Il a acheté le moulin à papier pour
je pense 2,5 millions, il l'a revendu pour 5 millions pour le métal. Si le cédant avait fait sa job, il aurait dit, mes activités commerciales sont vraiment pas bonnes, je devrais vendre mes équipements de façon indépendante. De cette façon-là, j'aurais eu beaucoup plus d'argent. Fait que c'est plate. Le banquier, dans ce cas-là, a pris la transaction, puis a fait 2,5 millions de profit en dedans de 6 mois en vendant les actifs, en liquidant, en vendant les terrains, chose que facilement le cédant aurait pu faire. Tant mieux pour le banquier, tant pis pour le vendeur. C'est vraiment important d'évaluer toutes les options. On attache une valeur sentimentale à notre entreprise. Par contre, faut être rationnel quand on fait ce travail-là. C'est important de parler avec nos employés, le comptable, le fiscaliste, les conseillers financiers pour être capable de dire, ben, c'est quoi la meilleure façon de vendre dans mon entreprise? Est-ce que j'ai une division de transport qui drive mon profit à la baisse, mais c'est un service à valeur ajoutée que je vais donner à mes clients? Donc, est-ce que je vends ça pour une pinotte? Puis là, mon EBITDA va monter de 300 000, puis là, je vais vendre ma compagnie 1 500 000 de plus. Est-ce que c'est des choses qu'on peut regarder? Il y en a plein d'options comme ça. Fait que je pense que l'entrepreneur n'est pas nécessairement la meilleure personne pour le faire. Vous pouvez probablement être la meilleure personne pour avoir la discussion avec. Est-ce que tu as différents segments de ta business que tu peux vendre séparément? Est-ce que tu as considéré ça ou pas du tout? Il y a aussi des gens qui se spécialisent pour évaluer la juste valeur marchande de l'entreprise. Effectivement. Effectivement. C'est pour ça, tout à l'heure, je mentionnais, il faut s'entourer des bonnes personnes. C'est ça. C'est ça. Ah. Ben, le but, ce que j'explique, c'est pas nécessairement de donner le conseil, c'est d'avoir la réflexion avec les gens et dire, hey, sais-tu combien ça vaut ta business? As-tu pensé à ça? As-tu pensé à ça? Puis là, il va probablement dire non. J'ai peut-être quelqu'un à te présenter. Si jamais vous avez besoin d'évaluateurs de business, on en a dans notre réseau de contacts. Ça va me faire plaisir de les mettre en contact avec vous. C'est un point important. Votre réseau permet de répondre à l'ensemble des exigences du marché. Effectivement. Dans le cas des modalités de transfert. Oui. Parce que, mettons, je suis généraliste. Pour moi, ce qui est important, c'est mon one-pager. Oui. J'arrive avec une question, j'arrive avec le concept, j'arrive avec les idées. C'est pas de faire le travail en arrière de la machine. C'est sûr. Qui est en arrière. C'est la dernière page de ma présentation. Mais effectivement, j'ai fait une liste de 6 questions que vous pouvez poser aux gens pour solliciter la discussion. Une fois que vous sollicitez la discussion, ben, vous pouvez vous positionner comme la personne qui veut aider. Puis après ça, les mettre en contact avec les gens. Fait que vous allez comme devenir une personne référence. À chaque fois qu'il va y avoir une question, que ce soit fiscale, planification successorale, que ce soit opérationnel, ben, son réflexe va être de vous appeler vous. Fait que vous allez être toujours présent dans ces réflexions, puis vous allez le référer à des gens autour. Fait que vous allez être comme une porte d'entrée pour planifier. C'est un petit peu l'idée de la présentation ce matin, de vous donner des outils puis des pistes de discussion à avoir avec eux, sans être l'expert. Comme si vous voyez, là, c'est vraiment du stock que probablement vous vous dites, hey, je le sais, je le sais. C'est juste de discuter pour vous donner le réflexe d'en discuter avec les gens. C'est juste pour ça. C'est très, 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 très simple. On pourrait faire la version 2, 3, 4, 5 de ça, puis en faire quelque chose de très sophistiqué, mais le but, c'est vraiment de rester généraliste. Et puis après, donc, de vous passer la POC, vous avez un ensemble de réseaux, comme parlait des évaluateurs, qui vont permettre de coordonner le projet. Oui. Est-ce qu'on peut penser de cette façon? Effectivement. Nous, ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est aider les gens à s'assurer qu'ils ont la bonne structure opérationnelle, la bonne structure organisationnelle, puis après ça, contribuer au plan de transfert jusqu'à, je dirais, à peu près 50 %, puis après ça, les mettre en contact avec tous les gens qui sont spécialistes dans chacun des domaines. Puis quand on parle d'évaluation d'entreprise, un point qui est souvent, les gens vont vous dire, « j'ai parlé avec mon comptable, il va me le faire. » Le comptable, c'est pas dur d'évaluer une entreprise. Il y a 3 façons. On évalue les cash flows, on évalue la profitabilité ou on évalue les comparables. La plupart du temps, les comptables vont regarder EBITDA x5, EBITDA x6, tout dépendant de l'industrie. Ça marche pas. C'est pas ça. La job du comptable, c'est de s'assurer que les chiffres sont bien faits. Il y a sa job. Un évaluateur d'entreprise va évaluer les tendances. Est-ce que c'est une industrie qui est à la hausse? Est-ce que c'est une industrie qui est à la baisse? C'est quoi les comparables? C'est quoi les livraisons? Est-ce que c'est une industrie qui va se faire déranger par un autre? Exemple, page jaune. Si j'avais demandé à un comptable il y a 5 ans d'évaluer page jaune, il m'aurait dit ça vaut 100 millions. Puis je demande à un évaluateur d'entreprise, il va dire, ben, Internet arrive. Je prends le comptable pour un câble. Pas si câble que ça, le comptable. Mais le comptable va regarder les chiffres.
Puis la personne qui fait l'évaluation de l'entreprise va regarder, va dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive qui s'appelle Internet qui va tuer page jaune? Fait que c'est important de vraiment s'assurer que si la personne vous dit, ben j'ai mon comptable, demandez-lui, est-ce qu'il y a sa certification d'évaluateur d'entreprise? Parce qu'il y a différents éléments qui ne sont pas comptables qu'il faut tenir compte. J'imagine aussi qu'une réévaluation, et comme tu dis, si ça prend une période de 3 à 5 ans avant de mettre en place, l'évaluation peut se faire sur une période aussi peut-être de 3 à 5 ans. Ouais. C'est pas juste une évaluation, puis comme tu dis, les conditions du marché peuvent changer la donne énormément. Donc à ce sens-là, c'est quand même. Effectivement, puis le point est pertinent du fait que si la personne fait bien son travail, vous vous souvenez, les 2 premières slides, là, on prend une entreprise qui est efficace à 60 % on met en place une structure pour qu'elle passe de 60 à 80 % Je vais vous donner l'exemple. Je vais sauter. Je saute d'une slide. Ça c'est ma slide préférée de la présentation. Pourquoi? Parce qu'en mettant en place tout ce qu'on a dit depuis le début, là, c'est ça qui va arriver. On a une entreprise qui a 10 millions de chiffre d'affaires, 5 millions de coûts de marchandises vendus, ça a du sens. 3 millions en dépenses, overhead et autres. Donc, on a un bénéfice de 2 millions. Okay. On va évaluer ça de façon simple. 5 fois les bénéfices d'une entreprise qui vaut plus ou moins 10 millions de dollars. On prend la même entreprise. Puis la personne met en place une structure opérationnelle efficace, négocie les meilleures ententes avec ses fournisseurs, fait son travail de gars qui veut vendre sa business. Il réduit son coût des marchandises vendues par 10 %. C'est pas beaucoup, c'est une petite amélioration, c'est pas grand-chose. Il réduit ses dépenses de 10 %. Qu'est-ce que ça fait? On reste à notre 10 millions. Hey, j'ai failli changer la slide. Notre coût des marchandises vendues est passé de 5 millions à 4,5 millions. Nos dépenses d'overhead sont passées de 3 millions à 2,7 millions. C'est pas beaucoup, là, c'est rien. Donc, notre bénéfice est passé de 2 millions à 2,8 millions. C'est juste 800 000. Mais fois 5, on tombe à 14 millions. Fait que l'effort que la personne va avoir mis pendant 2 ans pour tuner sa business, ça va y mettre 4 millions de plus dans les poches. C'est ça qu'on veut faire. C'est pour ça qu'on veut. Je dirais, minimum, je dirais 2 ans. Ça prend du temps, mettre en place les processus. Quand on fait l'évaluation de l'entreprise, ils vont regarder probablement souvent les 3 à 5 dernières années. Fait que ce que ça fait, moi, j'appelle ça un hockey stick. Fait que ça, on va dire, notre profit, c'était 2 millions, c'était 2 millions, c'était 2 millions, oups, 2,5, oups, 2,8, qu'est-ce qui se passe? On a transformé notre entreprise, on a fait le ménage, on a été chercher les meilleurs fournisseurs, on s'est bien structuré. Fait que là, l'évaluateur, il peut pas dire, ben, je vais évaluer l'entreprise sur 2 millions dans le passé. Au pire, ce qu'il va faire, s'il ne l'évalue pas sur le 2,8 qui est là, il va dire, ben, l'année prochaine, on va avoir 3 millions. Probablement que mon chiffre d'affaires va être plus gros l'année prochaine. Puis en arrivant avec une nouvelle équipe, probablement que le 10 millions va monter à 12. Parce que les gens vont embarquer, ils vont mettre les mains à la roue, puis ils vont faire avancer ça plus. Fait que cet effort-là, si on le fait minimum 2 ans à l'avance, on va en retirer beaucoup plus dans nos poches. Puis en même temps, on ne se cachera pas que si on fait ça, on pourrait le faire aujourd'hui puis vendre dans 20 ans. On va aller chercher 800 000 de plus par année pareil. On parle de transfert d'entreprise, mais on peut parler d'optimisation en général. Puis malheureusement, la plupart du temps, les gens disent, j'en ai fait l'optimisation. Là. Ils sont venus, là, la firme TopTech en 2004, là, puis ils m'ont fait ça, eux autres, d'optimisation, je suis optimal. J'ai des gens qu'on a rencontrés, là, qu'on a fait 5 projets, 6 projets, 7 projets avec. C'est sûr que la première fois, on va aller chercher du 20 30 d'amélioration. La deuxième, on va aller chercher 20, après ça 10, après ça 5. Et après ça, ben, il y a beaucoup de place à amélioration. Fait que ça, je pense que ça, c'est un des éléments qui est le plus pertinent pour vous à discuter avec. C'est, avez-vous optimisé vos opérations? Avez-vous en place une structure qui vous permet d'être attrayant? Est-ce que votre profit est optimisé pour aller chercher plus de cash à la fin? Parce que 4 millions, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Est-ce que ça répond à la question? Pas trop. Comment que soit notre partenariat pour optimiser votre représentation à travers nous? Ben, et moi, favoriser votre représentation à travers nous en nous aidant avec les outils et avec comment vous voyez? Ça va ici, moi. Quand on rencontre les gens, on parle de la structure organisationnelle. Mis à part toi, c'est qui tes joueurs clés? C'est quoi les rôles et responsabilités de chacun? Est-ce que tu es un one-man show? T'sais, souvent, on le voit, on a une entreprise qu'on essaie de
Ça fait 2 ans qu'on parle avec. Le monsieur, il n'est pas vite. Il sait qu'il en a besoin, mais il n'a pas le temps, il est trop occupé. On a une entreprise qui est dans le métal à Terrebonne. Le monsieur, son directeur des opérations, c'est un ingénieur. Ça fait 25 ans qu'il est là. C'est lui qui fait tout. Si lui n'est pas là une journée, la shop, elle roule pas. Le monsieur est trop occupé pour prendre le temps de mettre en place ça. Il a se rendu à 65 ans. Fait aujourd'hui, cette personne-là, c'est un one-man show. Le jour qui s'en va, l'entreprise est en péril. Fait que pour vous, la discussion, je dirais, à avoir, c'est qui tes joueurs clés dans ta business? Si t'es pas là, est-ce que ça roule comme si tu étais là? Là, s'il dit oui, non, mais là, OK, parfait. As-tu un plan de gestion des connaissances? As-tu des processus standards? Non, non, non. Ah, je vais te présenter quelqu'un, ça peut t'aider, ça va améliorer ta profitabilité, ça va réduire ton risque. Ça devient une discussion assez facile à avoir. Après ça, si on regarde au niveau opération, c'est quoi ton niveau d'efficacité opérationnelle aujourd'hui? Je vous le dirais, là, 95% des gens à qui vous allez vous le demander là, ne seront même pas capables de vous dire un chiffre. La formule est simple, là, c'est output divisé par capacité. C'est ça. C'est assez simple. J'ai une machine qui peut faire 1000 unités par jour. Je n'ai fait 500, j'ai 50% d'efficacité. Et là, après ça, on peut faire un breakdown. C'est une formule, ils appellent ça OEE, Overall Equipment Efficiency. Ça s'applique dans les ressources humaines, en administratif et tout. Mais la plupart des gens ne savent pas c'est quoi leur performance. À vrai dire, je dirais, ça va tellement loin que probablement une entreprise sur 2 qu'on rencontre, on leur dit « As-tu eu une bonne journée hier? » Puis ils vont dire « Ah oui. » Puis ils ne savent même pas pourquoi. Ben, ça n'a pas sonné, il n'y a pas eu d'alarme, c'est une bonne journée, les gens étaient là. Mais as-tu fait de l'argent ou tu n'as pas fait d'argent? Les gens ne savent pas nécessairement. Fait que des questions simples comme ça vont faire « C'est quoi ton efficacité opérationnelle? » Je ne sais pas. Ben, écoute, ça serait peut-être intéressant que tu fasses vérifier. Tu as peut-être place à amélioration. Peut-être que tu laisses de l'argent sur la table. Fait que là, c'est des discussions qui sont assez faciles. Puis là, nous, on peut arriver, puis on peut faire un diagnostic, puis arriver et puis dire à la personne, ben regarde, on a fait le tour de tes opérations. Voici les forces, voici les faiblesses, voici qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer, puis voici combien d'économies ça pourrait générer pour toi. Ouais. Question. Ouais. Si je travaillais pour toi, Ouais. j'étais sur la route, qu'est-ce que tu me donnerais comme outil pour aller te représenter? C'est Luc qui pourrait plus te répondre. Non, mais tu comprends ma question, c'est est-ce que tu me donnes 5-6 questions ou est-ce que tu me donnes un coffre à outils que je suis capable d'arriver devant le client puis vraiment faire le voir, puis après je te le réfère? J'ai des questions. Ben, ça dépend à quel niveau la personne veut s'impliquer dans la discussion avec le client. Je dirais, si on pose des questions plus génériques, on reste vraiment à 20 000 pieds. Si on commence à donner des outils, là, on va tomber un petit peu plus dans le détail. Puis souvent, ce que je trouve dans le détail, puis là, Luc, il va me corriger, c'est plus lui qui fait ça que moi. Souvent, quand on tombe dans le détail, les gens vont essayer de nous poser des questions qu'on va se trouver une difficulté, on va se ramasser dans une difficulté à répondre. Parce que chaque client a une situation particulière, puis chaque situation particulière a une solution différente. Fait que la personne va tout le temps nous arriver avec la question qu'on n'a jamais vue avant. Fait qu'à moins d'avoir fait, je te dirais, une centaine de projets d'optimisation, c'est vraiment difficile. Fait que ce que je préfère, puis je vais vous en partager soit des questions ou des outils, mais c'est toutes des choses qui vont rester vraiment à haut niveau. Juste pour solliciter un intérêt. Puis une fois qu'il y a un intérêt de la personne, on va dire, ben, je te mets en contact avec Luc qui va pouvoir répondre à tes questions. C'est ce que je pourrais vous donner quelques petits outils de base. Là, comme ça. Est-ce que ça a répondu à la question ou pas trop? Ben, c'est correct. C'est correct. Pour moi, c'est comment je te représente. Si tu me donnes un coffre à outils, je vais travailler avec ça. Okay. Plus qu'un coffre à outils est plus grand, plus que j'ai d'outils, plus c'est à peu près par rapport à ça que... OK. Bien, mon objectif à matin, puis c'est plate, je ne pensais pas à moi du tout là-dedans. Là. Mon objectif à matin, c'était de vous donner des pistes pour que les gens se réfèrent à vous puis vous appellent plus souvent. Parce que pour nous, c'est la même chose que vous. À chaque fois qu'on va voir quelqu'un, les gens ils disent « Ouais, Navid, il veut me vendre un projet de stratégie, il s'en vient me parler. Ah, il veut me financer une machine. » Il nous associe avec quelque chose. Comme vous, ils vont vous associer avec soit les assurances, soit la planification financière. Le but, c'est d'être capable d'aller rencontrer ces gens-là puis de parler d'autres choses. Fait comme ça, ils vont prendre le réflexe de vous appeler. Puis quand ils vous appellent, ben plus vous avez de possibilités à vous asseoir avec la personne, plus la relation se bâtit, plus la relation se bâtit,
plus vous êtes capable de comprendre le plan de match puis de mettre en place des outils qui sont performants pour eux, profitables pour vous. C'est plus ça, mais ça va me faire plaisir de vous donner des outils si... OK, là, je retourne. Tic, 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 tic. Bon. Je parlais tout à l'heure que la planification, le plan de transfert et la planification stratégique, pour moi, ça va pas mal en même temps. Si je suis en début d'entreprise, ma planification stratégique va être axée beaucoup sur la croissance, probablement. Si je suis en position de transfert d'entreprise dans les 3 à 5 prochaines années, peut-être que ma planification stratégique va être plus sur contrôle du risque, consolidation, amélioration de profitabilité, gestion de connaissances pour être capable de transférer. Fait que ça vient ensemble. Fait que pour moi, c'est important pour aller chercher plus de valeur dans l'entreprise, d'aller chercher une bonne planification stratégique, d'évaluer la performance de notre organisation pour mettre en place des processus d'optimisation et d'amélioration. Puis encore une fois, c'est de là que je l'ai piqué ma phrase de tout à l'heure. Une entreprise est évaluée sur sa performance historique, non pas future. Donc, c'est vraiment là qu'il faut commencer à y penser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Vas-y. Moi, comme je t'ai dit tantôt, je vis ça présentement. Parce qu'à un moment donné, quand tu es le conseiller, on devient impliqué dans bien des sphères avec les clients. Oui. À un moment donné, il y a ma profitabilité en tant que mon entreprise à moi. Je m'investis beaucoup de temps. À un moment donné, oui, ça va générer peut-être une vente future, mais j'ai investi beaucoup de temps. Je suis un chef d'orchestre, moi aussi, mais à un moment donné, il faut que le chef d'orchestre apprenne que les gens avec qui je fais affaire, il faut qu'ils soient efficaces aussi. C'est sûr. Pas perdre mon temps. Perdre mon temps, vous savez ce que je veux dire. J'ai d'autres choses aussi à gérer dans mon quotidien en tant que conseiller. Donc, si je vous mets en relation, là, vous créez le plan. Est-ce qu'après ça, vous avez vos contacts pour, mettons, mettre quelqu'un pour vendre l'entreprise? Si le client est prêt à vendre, là, vous rencontre une organisation, est-ce que là, vous avez des contacts pour l'aider à vendre son entreprise? C'est une bonne question. Nous, on est partenaire avec le CETEC, qui est le Centre de transfert d'entreprise du Québec. Donc, on appuie le CETEC dans juste une parenthèse, le CETEC, c'est un organisme sans but lucratif. C'est créé par le gouvernement. Puis le but du CETEC, c'est d'aider à faire la relation entre les vendeurs et les acheteurs d'entreprise. Nous, on est partenaire avec le CETEC parce qu'on travaille avec soit le vendeur ou l'acheteur pour faciliter la transaction, pour optimiser le bénéfice. En ce moment, je dirais, des gens qui veulent vendre leur entreprise, il n'y en a pas assez pour le nombre d'acheteurs. Aujourd'hui, j'ai accès à probablement 30 ou 40 000 personnes qui veulent acheter des business. Il y en a à peu près 6 000 qui sont listés. Ça, c'est une des problématiques. Le monde, ils savent qu'ils veulent vendre, ils le disent pas. La plupart du temps, les entreprises se font vendre par le comptable ou le banquier. Hey, on va renouveler ton prêt, tu veux ça sur 10 ans, ton hypothèque sur 5 ans. Non, fais-les sur 1 an, je t'avance. Ah ouais, t'es à vendre, c'est qui qui t'aide? Ben là, tout le monde le sait que je t'avance. Ben écoute, je suis ton banquier, je suis pas au courant. Fait que, aujourd'hui, je dirais, si quelqu'un m'arrive et il me dit, David, j'ai une business à vendre, je sors le char rouge puis je m'en viens avec les sirènes puis je vais aller le rencontrer. Pour moi, c'est ultra pertinent. On a des super belles ressources dans notre réseau de contacts. On travaille avec les 6 grandes banques canadiennes, probablement avec une centaine de directeurs de compte dans chaque. Puis chacun d'eux, à chaque fois qu'on les voit, as-tu des business à vendre, David? As-tu des business à vendre? À la seconde qu'on a une business, j'accepte pas tous les mandats parce que, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui me dirait, David, je veux que tu vendes ma business à moi, je ne le prendrais pas comme client, je ne serais pas capable. Ça ne vaut rien. Fait que, si quelqu'un a une belle business, on va y trouver des acheteurs. On va le mettre en position qui soit attrayant, qui soit profitable, puis qu'on puisse lui trouver une succession. Après ça, l'autre point, la profitabilité. Pour nous, la profitabilité est importante. Pour vous, tout le monde, la profitabilité est importante. Ça ne me dérange pas de mettre en place des ententes de partenariat avec vous. Pas avec un groupe. J'aime ça faire les ententes qui sont une à une. Vous me dites, j'ai un client potentiel pour toi. C'est une entreprise de 10 millions de chiffre d'affaires. D'après moi,
il aurait besoin de toi pour les 2 prochaines années. Je vais te mettre en contact avec. Fait que là, moi, je vais faire le calcul, combien il y a d'employés? 200, OK, parfait. Fait que je me fais une idée. C'est un projet qui va être entre 50 et 100 000. Je peux vous donner 5 10 15 20 Ça dépend quel service. J'ai des services qui sont plus profitables. J'ai des services qui sont pas profitables. Fait que tout dépendant du besoin de la personne, ça me dérange pas pantoute de partager, là. Je veux dire, j'aime mieux faire de l'argent en gang que pas en faire tout seul. Fait que ça devient profitable, ça devient intéressant pour vous parce que c'est une référence. Ça ne demande pas énormément de temps. Puis je dirais, en général, on fait une bonne job. Une fois qu'on a la référence, notre taux de closing est proche de 97 %. Fait qu'on est quand même pas si pire ça. Vous avez aussi la liste de tous les services que vous offrez là, dans le document Petron. Oui, mais il serait long. Je pourrais vous, je vais vous envoyer une présentation de la firme. OK? Ça, c'est important. Mais dans le fond, si j'y vais rapidement, là, nous, ce qu'on fait, c'est 3 choses. 3 choses. On fait de la planification stratégique, on fait du financement d'entreprise et on fait de l'optimisation de performance. À travers tout ça, là, on peut faire du Six Sigma, on peut faire de l'approche Toyota, on peut faire de la dette convertible, on peut préparer une compagnie pour aller faire un RTO. J'ai pas le droit de faire l'inscription parce que j'ai pas mon courtier de marché dispensé, mais je fais tout jusqu'à la dernière seconde. On peut les aider au niveau de la planification stratégique, incluant la planification de transfert. Fait que, tu sais, c'est quand même très, 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 très large. C'est pour ça que je vais le partager avec vous, les 3 services qu'on offre. Les sous-services après, chaque client a des besoins différents, puis on n'arrive pas avec la recette McDonald's. C'est pas, tu as un McDonald's ici, ça a marché, on le fait partout pareil. Nous, quand on arrive chez un client, on s'assoit puis on regarde vraiment c'est quoi ses besoins. Ce qui a marché chez le voisin, ça probablement que ça ne marchera pas chez vous. Fait qu'on le définit. Fait que je vais vous partager, Luc va vous partager avec tout le monde la présentation de l'entreprise. Très, 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 très simple. Et comme ça, vous allez voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens. C'est ça que les conseillers auront, entre guillemets, à vendre à leurs clients corporatifs. Ouais. C'est le support que vous êtes capable d'apporter, Ouais. qui va coordonner avec leur service à eux. Donc ça, c'est vraiment un point excessivement intéressant et important pour tout le monde. Bon, oui. De connaître vraiment vos services, comment vous allez fonctionner. Puis tout à l'heure, quand je parlais, ça ne me dérange pas de partager, là. En même temps, c'est que si, admettons, c'est toi qui as posé la question, je vais prendre toi. Admettons que tu me réfères un client. Bien, dans ma planification, je vais m'assurer de t'impliquer dans les places que c'est de l'optimisation fiscale, que c'est de la planification successorale. Je ne vais pas lui dire « appelle un notaire ». Parle avec ton conseiller, il va pouvoir t'aider là-dessus. Fait que je vais pouvoir renforcer l'expertise de la personne dans les moments où est-ce qu'on touche les choses proches des services que vous faites. Fait que comme ça, moi, je vais déléguer la POC. C'est pas mon expertise, c'est la vôtre. Et la personne au téléphone, en ligne, elle doit être tannée que je tape mon micro. Fait que je vais déléguer cette portion-là back à vous autres. Fait que comme ça, ça devient un travail d'équipe. Puis, j'irai pas voir un compétiteur. Là. C'est la personne qui m'a référé, c'est la bonne personne. C'est cette personne-là qui va avoir le référencement et le renforcement positif à travers tout ça. Les gens qui vont dans leur entreprise ne veulent pas nécessairement que ça soit publicisé à large pour ne pas perdre la clientèle, les employés, tout ça. Il y a cet aspect-là aussi que je vois, là, que je vis. Mais dans ce cas-là, ce qu'on fait, on appelle ça un MIC. C'est un mémorandum d'information confidentielle. Donc, ce qu'on fait, c'est que, pas Luc, là, mais plus moi et Mario, on va sur chez le client, puis on passe une journée ou 2 avec le client, puis on fait un descriptif général de l'organisation avec des sommaires, des opérations, de la structure, des finances, de la profitabilité, puis on met un estimé de combien qu'on pense que ça vaut, puis après ça, on peut le circuler. Fait que c'est confidentiel. Les gens ne sont pas capables de savoir. Ça va dire, exemple, entreprise manufacturière de la région de Laval. 200 employés, tant de chiffre d'affaires, clients Canada, US, 50% à Montréal. Puis là, on va donner les éléments de base. Puis avec ça, si quelqu'un me dit, oui, parfait, je me cherche une entreprise manufacturière à Laval, je me cherche quelqu'un dans le plastique, j'ai un budget de 20-25 millions, ça tombe pour moi. Fait que, on est capable de le circuler de façon confidentielle. Ça devient intéressant parce que je dirais, ça devient en même temps soit un début de planification pour la personne, s'ils ne l'ont pas déjà fait, ou ça devient validé à la fin à dire, est-ce que je suis prêt à vendre ou pas? Si on est capable de faire un MIC en une demi-journée, la business est vraiment prête à vendre.
Si ça me prend une semaine, attends un peu avant de vendre. Tu n'es pas prêt. Là, tes informations de base ne sont pas disponibles. Parce que je vois là, comme un temps, dans mon vécu, je vois que c'est comme un tampon entre le comptable, le fiscaliste, puis les attentes du client, des fois, sont peut-être sont souvent trop élevées par rapport à leur business. Et on reste tellement de temps et d'énergie là-dedans, comme tu as dit, c'est le facteur émotionnel. Ouais. Tu deviens un tampon. Parce que là, j'ai le côté fiscal, j'ai le côté comptable, oui, qui peut sortir des chiffres. J'ai le côté courtier hypothécaire commercial aussi, qui lui, qui voit sa commission, il y a peut-être une surévaluation peut-être. Là, moi, je vois l'efficacité entre le désir de mon client que 6 mois avec son entreprise soit vendu, avec que ça reste confidentiel, avec tous les packs émotionnels envers ses employés, c'est sa clientèle. Puis moi, je suis comme là-dedans en train de manager tout ça, mais on prend un tampon. Effectivement, la façon dont je pourrais voir ça, nous, on est des accélérateurs, puis en même temps, on est un peu un genre de modérateur. On s'assure qu'il y ait la bonne collaboration entre tous les participants pour que ça soit le plus efficace possible. 2500 $. Les honoraires, ça dépend du type de mandat. Il y a des mandats qu'on va faire sur forfaitaire. On va évaluer les besoins du client, puis on va faire une enveloppe, puis on va dire voici combien ça coûte. Il y a des projets qui sont plus petits qu'on va faire de façon horaire. On va dire, ben écoute, je vais venir passer une journée chez vous, ça coûte tel prix. Ou sinon, on va le faire à pourcentage. Pourcentage, c'est souvent si, admettons, on fait un financement, exemple. On met en place une structure de financement pour l'acheteur. Bon, on va prendre un pourcentage de l'argent qu'on va lever, qu'on va négocier avec les prêteurs, puis les marges de crédit, puis tout ça. Après ça, si on fait un projet d'optimisation des achats, par exemple, on en a fait un là, pour une entreprise de 8 milliards en aérospatial. Il y avait une grosse problématique au niveau des achats. Il y avait 22 fournisseurs de boulons, d'attache par site en moyenne. On a fait une entente qui était globale sur 6 pays pour les 9 sites. On est passé de 22 en moyenne, qui faisait quelque chose comme 110 fournisseurs. On a restructuré ça à 12 fournisseurs global. Ça a généré des économies d'à peu près 30 %. Puis, on a baissé les inventaires d'à peu près 2 ou 3 millions. 3 millions? Proche 3 millions. Fait que ça, on est capable d'évaluer un before and after assez facilement. Puis, on peut dire à la personne, ben, je vais prendre 20 % exemple, des économies. Fait que là, ça devient intéressant. C'est difficile dans les opérations parce qu'il y a trop d'éléments qui sont hors de notre contrôle. Le mix produit, la motivation des employés, l'absentéisme, les bases sont difficiles. Fait que dans des projets d'optimisation pure et dure, on pourrait le faire, mais ça ne nous tente pas parce que c'est pas à l'avantage du client. Est-ce que ça répond? Un client, un bon client pour nous, je dirais, dans lequel on peut avoir vraiment un bel impact, c'est une entreprise, je dirais, qui a entre 2 et 50 millions de chiffre d'affaires. Pourquoi je dis entre 2 et 50? C'est que souvent, en bas de 2 millions, elle va être vraiment difficile à vendre parce que c'est embryonnaire. Là. Je me pars une shop dans mon garage, je vais vendre ça 500 000 ma première année. Là. Je ne veux pas dénigrer les business, mais la barrière à l'entrée, disons, est très faible. Fait que ça devient difficile pour nous d'avoir une valeur ajoutée. Puis en haut de 50 millions, pourquoi? On est capable de faire, mais la plupart du temps, les gens ont déjà une équipe en place. Fait que ça ne me tente pas d'aller perdre mon temps à me battre contre Raymond Chabot ou Deloitte ou KPMG. Ils font une good job, ils font une super bonne job, les gars. Laissez-le faire. Le marché entre 2 et 50 millions de chiffre d'affaires est mal servi. C'est là qu'il y a le plus d'entreprises d'ailleurs. Fait que je pense que c'est un beau créneau. Puis ça doit être à peu près le créneau des entreprises avec lesquelles vous travaillez, je dirais, pour la plupart. Là. Ouais. Bon, planification financière, je dirais, si on retourne à la formation, je dirais ça, c'est l'impact qui va être le plus pertinent pour vous. C'est la discussion qui va être la plus facile à avoir avec vos clients. C'est que souvent, les gens ne vont pas se préparer point de vue fiscal, point de vue futur avant de vendre leurs entreprises. Fait que souvent, les gens vont arriver, vont dire, ouais, si je vends mon entreprise demain, je vais bien boire 1 million dans mes poches, il me reste 30 ans en avant. Ça m'en laisse pas beaucoup par année. Fait que c'est là, je dirais que probablement pour vous, la discussion devient le plus facile et la plus pertinente. Parce que c'est là que vous pouvez vous positionner puis aller chercher le plus de valeur pour les clients.
Ben, je dirais que la plupart du temps, si je suis honnête, puis que je rencontre un acheteur, je représente un acheteur, souvent, je vais recommander à l'acheteur de dire négocie une balance de prix de vente. Pourquoi? C'est super facile de padder des chiffres. Tu sais, quand je dis padder des chiffres, là, je regarde mes 2 dernières années, là, puis je vais me couper mon salaire, on va faire bien du pro bono, on va rajouter des clients, on va dire aux clients, place-moi ta commande tout de suite, je te paye plus tard. Puis, on est super créatif pour augmenter notre profitabilité. Moi, j'achète, je fais mon chèque, je m'en vais, essaye d'aller renégocier après. Tandis que si tu mets une balance de prix de vente, tu dis, regarde, je te paye ta business 5 millions, je te donne 3 millions tout de suite, puis après ça, je te donne 2 millions sur 5 ans, avec une clause de continuité de la profitabilité, ben l'acheteur se protège. Puis si le vendeur est vraiment au fait que sa compagnie elle vaut vraiment ça, puis il a les capacités financières de le faire. Parce qu'il y a des gens qui se disent, oui, c'est beau, je vends ma business 5 millions, mais je dois 4 à mon beau-frère. Je peux pas te donner une balance de prix de vente de 2, là. Fait que, il y a tous ces éléments-là qu'il faut aller voir, mais souvent, je trouve qu'une balance de prix de vente vient faciliter le financement, vient assurément réduire le risque de l'acheteur. Puis, en même temps, ça peut devenir un levier fiscal intéressant pour le vendeur. Parce qu'on peut se dire, je ne vais pas rentrer trop dans ce qui ne m'appartient pas comme profession, puis je ne suis pas expert là-dedans, mais si je vends 5 millions d'un coup, je vais avoir un gros impact fiscal. Si je vends 3 millions, puis je dis à la personne, ben regarde, tu vas me verser une portion en salaire, de ma balance de prix de vente, tu vas me la rembourser en salaire, ben ça peut avoir un impact, tout dépendant de ma condition. Tu peux peut-être me mettre en place un programme d'annuité qui pourrait devenir intéressant. Fait qu'il y a différents processus qu'on peut mettre en place qui pourraient, selon les visions et le portrait global de chaque personne, devenir en même temps un avantage fiscal pour la personne. Vas-y. Ça ne me dérange pas. Dans ton offre, est-ce que tu fais un offre pour les acheteurs, un offre pour les vendeurs? Est-ce qu'il va y avoir une... Je dirais, l'offre est la même pour les deux. Si j'aide un vendeur, mon but, c'est d'optimiser la valeur rapidement pour qu'il soit capable de vendre plus cher. Si j'aide l'acheteur, mon objectif, c'est d'accélérer l'intégration dans l'entreprise, d'aller réduire les dépenses pour optimiser sa valeur puis faciliter ses cash flows futurs. Je dirais que c'est la même chose, mais différent. Je ne sais pas si c'est clair, si ça répond à la question, mais c'est sensiblement la même chose. Oui. Oui. Son rapport est moins fort que lui, mais dans l'offre d'achat, c'est-à-dire, moi, j'ai fait l'année, j'ai pas optimisé tant que ça. Pas nécessairement, c'est comme une optimisation à la baisse dans l'objectif d'acheter moins cher. Non, mais oui, mais non. Un acheteur que j'aime aider, c'est quelqu'un qui me dit, je cherche une entreprise à acheter, j'ai 3 cibles potentielles. Là, on va aller voir les 3 cibles, puis les 3 entreprises, ils payent 5 millions. Exemple. Il y en a une qui est optimale à 85 il y en a une qui est optimale à 75 il y en a une qui est optimale à 50 Si le risque est le même, moi, ce que je dirais à la personne, regarde, prends celle qui est efficace à 50 tu vas l'acheter. On va venir, à la seconde que tu as l'entreprise, on va venir, on va faire le ménage, on va l'amener efficace à 60, 70, 80 Fait que ta business que tu as payé 5 millions, dans 2 ans, elle va en valoir 7, 8, 10. Fait que oui, tu ne veux pas vendre tout de suite, sauf que ton cash flow va être amélioré de 30 ou 40 Fait que tu vas être capable de rembourser ta dette plus facilement, probablement plus rapidement. Fait que c'est dans cette optique-là, je dirais qu'on va aider plus l'acheteur. Sinon, ce qu'on va faire, c'est, exemple, la personne achète une entreprise qui n'avait pas la bonne structure en place, donc la gestion des connaissances n'est pas efficace, il n'y a pas de processus standard d'opération. Ce qu'on va faire, c'est que durant la transition, souvent dans une transaction comme ça, que l'entreprise n'était pas optimale, souvent le vendeur va être pogné sur place pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans pour permettre la transition. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le bombarder, prendre tout ce qu'il y a dans sa tête, le mettre sur papier, distribuer l'information via coaching à l'équipe pour que celui devienne redondant puis plus nécessaire. Puis son 5 ans deviendra 2 ans, puis on n'a plus besoin de payer son salaire. Donc là, c'est plus cette optique-là qu'on pourrait aider. Mais tout ce qui est valorisation, je dirais,
c'est pas évaluation de la compagnie, puis tout ça, c'est pas notre métier. Autre question? Non? Oui. Donc, c'est ça. Pour vous, les points importants, les points faciles à discuter avec vos clients, commencez par identifier les entreprises qui sont propices à un transfert prochain. Ça fait 20 ans qu'ils sont en affaires. Ils ont 50 ans et plus, 55 ans, 60 ans. Donc, c'est des targets faciles que c'est sûr qu'ils vont vendre leur business d'ici 5 à 10 ans. 10 ans, c'est long. 5 ans, ça commence à être temps. Puis souvent, il y en a qui vont dire, ben, je suis à vendre, puis vous êtes le conseiller, puis vous ne savez même pas qu'il est à vendre. Mais personne ne le sait à part lui. Okay. Discuter de l'importance d'un plan stratégique et d'un plan de transfert. T'sais, ah oui, parfait. Hey, je pense à ça. T'arrives proche de ta retraite. As-tu ton plan de transfert, toi? As-tu commencé à évaluer à regarder qui va acheter ta business? Non. Hey, j'ai peut-être quelqu'un qui pourrait t'aider à bâtir ton plan de transfert. Comme ça, tu vas pouvoir optimiser la valeur de ta business dans le futur. Inciter la réflexion sur la valeur de l'entreprise. Vous êtes assis avec votre client et dire, tu penses vendre bientôt? Ça vaut combien ta business? L'as-tu fait évaluer par un professionnel? Sais-tu combien ton compétiteur a vendu? Ils viennent de vendre. Sais-tu combien ça s'est vendu? C'est comment que ça a été benchmarké? Juste avoir la discussion avec lui rapidement, ça va susciter l'intérêt, puis ça vous aide à vous positionner davantage. Parler d'optimisation de la valeur. Et je marchais dans ton usine tout à l'heure, tu avais 2 machines qui ne roulaient pas. As-tu déjà pensé à faire de l'optimisation? Comme ça, ta business vaudrait pas mal plus cher quand tu vas la vendre. Proposer des structures financières qui vont permettre des avantages fiscaux intéressants. Quelqu'un vous dit, je veux vendre dans 5 ans, je n'ai pas besoin de vous dire votre métier, c'est vous qu'il faudrait qu'il me forme. Là. On switch. Fait que je dirais ça, c'est les discussions les plus faciles à avoir avec vos clients pour solliciter la discussion par rapport à ça. Puis, conseil facile à donner à tout le monde. Si vous pensez vendre votre entreprise d'ici 2 à 5 ans, commencez tout de suite à vous préparer. Attendez pas. Commencez tout de suite. C'est long. Vous pensez que vous allez faire ça en 2 fins de semaine? Je te dis, ça va prendre 1 an. Ça va peut-être en prendre 2. Puis probablement que dans 6 mois, tu vas changer. Commencez maintenant. Je dirais ça, c'est la façon la plus facile. Puis là, il va dire, ben oui, mais par où je commence? Ben là, c'est facile, c'est vous qui êtes là. Puis vous dites, bon, on va commencer par mettre en place ta structure financière pour t'aider à planifier ta retraite, ton transfert, réduire tes impôts. Puis tu vas rencontrer telle personne qui pourra t'aider à mettre en place ton plan de transfert d'entreprise, de gestion de connaissances, et ainsi de suite. C'est comme ça. Pour plus d'informations, appelez Luc. Ou moi. Ça va me faire plaisir. Questions, commentaires, insultes? Ben, moi, je trouve ça génial. Je suis juste un peu choqué de ne pas t'avoir rencontré le 3 mois. On a eu un premier mandat ensemble. Cool. Que j'ai managé avec d'autres personnes. Que je suis en processus. Mais rien ne dit que si dans 10 mois, quand l'entente sera terminée, si la compagnie n'est pas vendue, ben. OK. On est 5 personnes à temps plein. On est en processus d'engager 2 autres. On va monter à 7. Puis, la raison pourquoi on n'est pas plus gros en ce moment, c'est comme j'expliquais, chaque projet a des clients différents, a des besoins différents. Fait qu'en ce moment, on n'a pas un volume assez grand dans une spécialité que je puisse engager des gens. Moi, j'œuvre dans le monde du conseil depuis 2004. J'ai été directeur dans des grandes entreprises. Je me suis bâti un réseau de contacts qui est vraiment intéressant. Fait que si j'ai un besoin particulier qui ne se retrouve pas dans mon équipe, ben, j'engage les gens en sous-traitance, mais c'est tous des gens que je connais depuis une dizaine d'années. Oui, c'est simple. Il y a 2 étages. Oui. Ouais, je pourrais t'envoyer ça. L'organigramme est super simple. Il y a moi qui s'occupe d'un petit peu tout. Il y a Luc et Mario qui sont au développement des affaires. Après ça, il y a Alexis qui est consultante, qui travaille, elle, étudie en commerce international, puis en comportement organisationnel. Fait qu'elle aide surtout au niveau structure opérationnelle, structure organigramme. Puis il y a Véronique qui s'occupe d'aider les gens au niveau de leurs besoins, planification stratégique et marketing. Puis moi, je m'occupe de tout ce qui est finance et optimisation de performance. Mario s'occupe aussi d'optimisation de performance parce qu'il a 35 ans d'expérience comme dirigeant d'entreprise en aérospatial. Ça ressemble à ça. Les photos, ça vaut la peine. Il y en a qui sont cute, là. Oui, j'ai des cartes d'affaires. Juste une question. On Oui. parle souvent de quand
transfert d'entreprise que tout a tendance à se dilapider en termes de l'information. Le comptable ne va pas parler à l'avocat va refuser de parler avec le fiscaliste. Le fiscaliste va dire non, c'est pas ça, il va pelleter dans la cour du comptable, et inversement, puis on arrive à la fin, en fin de compte, il n'y a rien qui a été optimisé en termes de relations. Est-ce qu'on peut considérer que vos services vont faire en sorte de valoriser la coordination et que vous allez donner des mandats que les gens vont revenir en termes d'information, redescendre à la bonne personne par la suite, de façon à optimiser la coordination? Je dirais, c'est une très, très bonne question, puis c'est une problématique qui est très courante. Pour moi, ça, c'est vraiment la portion qui est transactionnelle, de la transaction de transfert. C'est pas notre expertise nécessairement. On peut le faire. C'est quelque chose qu'on a les compétences et l'aptitude de le faire. Par contre, moi, je dirais que ce travail-là doit être préparé en amont. Si on a le bon plan, à dire, monsieur le comptable, ça va me prendre telle information, monsieur le fiscaliste, ça me prend telle information, monsieur l'avocat, ça me prend telle information, monsieur le planificateur financier. Puis là, on prend tout ça en amont, puis on le prépare en amont. Quand on arrive au niveau du transactionnel, la problématique, elle n'apparaît pas. Vous voyez une problématique, justement, parce que ton point est bon. C'est le comptable fiscaliste, on sait que surtout les fiscalistes, là, ils marchent à haut tarif horaire. Là. Fait que eux, est-ce que ça fait un conflit dans le sens que vous enlevez un peu de business à eux, puis là, ils sont moins. J'ai 4 cours de fiscalité. J'ai suivi 4 cours de fiscalité dans ma vie. Là. Dans ma tête à moi, c'est 3 trop. Je suis rendu capable de faire des rapports d'impôts, c'est pas bon. Je suis pas expert en fiscalité. Je suis loin d'être expert en fiscalité. Fait que je vais jamais enlever le travail d'une personne. Par contre, je vais m'assurer que mon client ne paye pas trop. Fait que s'il y a une partie du travail qu'on peut préparer pour le fiscaliste, on peut arriver avec une réflexion puis une validation, il va faire sa paye pour le travail qui est fait. Ça, c'est un point important, parce que tu vas valider la pertinence du travail et du coût du service qui va être mis en place. C'est ça. Parce que c'est des choses qui manquent énormément dans nos paramètres actuellement au niveau de transfert d'entreprise. Et puis, le point de Normand est important, c'est que au lieu que ça soit dilapidé dans la brume et puis qu'on n'entend plus rien, et puis que le fiscaliste, il s'est ramené à lui-même, uniquement à lui-même, en fin de compte, il va avoir le mandat de répondre aux opérations de David, par exemple. Puis David va être capable de le challenger en disant « Oh là, tu es en train de trop de… » Parce qu'actuellement, c'est ça qui se passe. C'est qu'on n'est pas capable de pouvoir valoriser, puis à la fin, il n'y a plus rien. Et puis, il n'y a plus rien de coordonné. Souvent, ce qu'on remarque, c'est que beaucoup d'experts ont tendance à vouloir rendre les choses plus compliquées pour justifier qu'ils sont experts. Malheureusement, dans notre équipe, on est des gens qui avons un certain niveau de connaissance sur plusieurs sujets, mais la première chose qu'on demande aux gens quand ils viennent travailler chez nous, il faut qu'ils pensent vite, qu'ils aient un esprit critique, puis qu'ils n'aient pas peur de challenger. Fait que je veux dire que si je suis devant un fiscaliste qui a probablement 2500 fois plus de niveau de connaissance que moi en fiscalité, je suis capable de l'amener à un niveau de challenge qui va faire comme « Ouf, je peux pas niaiser parce que je vais me faire pogner ». C'est un petit peu notre objectif. On veut pas dire à la personne « Fais pas ton travail ». On veut donner à la personne la chance de faire son travail. Par contre, on veut s'assurer que notre client, qui est souvent le cédant de l'entreprise, soit bien représenté. Fait que si on veut donner les outils à chacune des personnes, faciliter la communication pour que le travail soit efficace. Souvent, le comptable, l'avocat et le fiscaliste vont travailler sur, c'est tous 3 dossiers différents, mais il y a probablement un 30% du travail de chacun que chacun va faire qui est la même chose. Puis, on va plus parler et puis faire en sorte que ça a pu… C'est ça, parce que si l'avocat s'en va par là, le fiscaliste par là, puis le comptable était là, là, on se ramasse avec une stratégie qui est caduque, qui n'a pas nécessairement d'optimisation, puis il faut qu'on refasse le travail que l'autre personne a fait. Donc, la coordination devient excessivement… Ça, vous le faites. On peut le faire, oui. Parce que, on le dit tout, là, on travaille tout de concert avec des fiscalistes dans des dossiers corporatifs. Des fois, notre niveau de connaissance est… Pas nous vanter, mais on est des généralistes qui connaissent pas mal la matière. Des fois, pour le prix des honoraires que le fiscaliste charge, des fois, le client va se fier plus à… On dirait parce qu'il y a un honoraire qui est chargé, il va prendre plus la vie. Un de mes clients, à un moment donné, il m'avait dit, parce que je l'avais aidé gratuitement sur quelque chose. C'est une entreprise qui était en difficulté financière, puis j'avais dit, je vais t'aider un peu, là.
quand ça ira mieux, ben, tu m'engageras sur d'autres choses, ça va me faire plaisir. Puis là, il m'avait dit, tu sais, David, il dit, tu veux que je te dise quelque chose? Il dit, je vais te payer. Pareil, même si je suis pas capable. Parce qu'il dit, un travail non rémunéré est un travail qui sera pas apprécié. Fait qu'il dit, si je te paye pas, je m'en souviendrai pas. Fait qu'il dit, j'ai pas le choix de te payer parce qu'il dit, j'aime ton approche. Ils m'ont pas payé cher, ils m'ont payé. Fait qu'il s'en souvient, puis là, il l'a apprécié. Fait que souvent, c'est un petit peu ce qu'on voit. C'est ça. C'est ça. Mais si je charge 2000$ de l'heure, par exemple, là, ils vont le lever en tabarnouche. Un point qui est important aussi, les conseillers vont pouvoir informer leurs clients qu'ils ont dans leurs mains une carte dans laquelle, pour aider leurs clients corporatifs à préparer leur succession, par exemple, est-ce que vous avez des documents marketing à nous faire parvenir qui pourraient faire en sorte que les conseillers pourraient transférer ces besoins-là à leur audience? J'ai vu la frayeur dans tes yeux. Non, Véronique avait 2 semaines de congé à Noël. Je pense qu'elle n'a plus congé. On va travailler sur ça. On va travailler sur ça. On a une présentation, mais comme 7 slides. C'est un peu complexe. Je ne veux pas vous donner un outil de 7 slides à présenter à un client. C'est ça. Oui. On va vous partager. Je peux vous partager cette présentation-là aussi. Ça va nous faire plaisir. Autre question? Les gens? Vous êtes ouvert à ce que si on fait un partenariat ensemble, que justement on vous intègre dans nos offres de services? C'est ça l'objectif. Pourquoi on c'est que la compétition, tu l'as dit, c'est les banques et les gestions privées. Fait que, en tant que conseiller indépendant, maintenant, tu as l'air aussi gros qu'une banque. Faut que tu dis, je travaille des comptables, je travaille. Exactement. Effectivement, c'est la direction. Je ne sais pas si vous avez eu la chance ou la malchance de rencontrer les gens, les banques qui offrent le service. Là. Je dirais, en ce moment, si j'étais vous, il y a une institution financière qui est deux qui sont très agressifs sur ça. Il y a Desjardins qui sont en train de bâtir quelque chose. On voit là qu'ils commencent à se positionner. Puis il y a Nesbitt Burns qui ont engagé des fiscalistes pour travailler conjointement avec les planificateurs, les planificateurs financiers, avec les brokers, pour dire aux gens, regarde, nous, on va structurer ta transaction. Le fiscaliste va aider à optimiser. Puis en plus de ça, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils travaillent avec un banquier commercial qui disent, si tu places ton argent, tu vas avoir 5 millions, place ton 5 millions chez nous, on va financer ton acheteur. Fait que, je vous dirais, en ce moment, c'est pas mal les deux que vous allez rencontrer le plus si vous les avez pas déjà rencontrés. Ça me dérange pas de partager ce que j'entends sur le marché avec vous, ça va me faire plaisir. C'est sûr que là, avec votre carte dans le jeu, les cartes de la gestion privée potentielle, les gens qui ont l'épargne collective comme autre carte dans leurs mains aussi. Ça commence, les fiscalistes et autres, ça commence à être armé. Puis comme tu dis, Normand, c'est-à-dire, je suis aussi gros que l'offre de Desjardins. Ouais. C'est ça qu'il faut être capable de dire. Je suis aussi gros que l'offre de Desjardins, mais en même temps, tu me connais, ça fait assez longtemps qu'on se connaît. Est-ce que tu penses que je peux mériter la possibilité de m'épanouir dans tes attentes qui sont de gérer la relève d'entreprise? Poser ces questions-là clairement aux clients corporatifs, c'est déjà de se positionner. C'est ça. Puis, mais vous êtes la capacité d'être aussi bon, même meilleur, que l'offre de Desjardins ou que Nesbitt Burns ou de RBC et autres, parce que par l'audience et les alliances que vous allez avoir autour, et puis surtout la connaissance que vous avez de façon spécifique de votre client. Il n'y a personne qui peut vous remplacer là-dessus. Il me semble. C'est un très bon point. Puis c'est pour ça que je mettais souvent l'emphase sur ça va vous positionner sur un éventail plus large. Parce qu'aujourd'hui, on est tous identifiés avec une image. Notre client nous dit, toi, t'es ça, toi, t'es ça, toi, t'es ça. Puis ce qu'il faut faire, c'est commencer à changer l'horizon parce que ça arrive en ce moment. Là. On n'est pas on est au début, là, ça arrive. Là. Fait que c'est vraiment le temps aujourd'hui de se positionner et de dire, regardez, gang, je suis pas juste ça, là, je suis ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. On est une équipe. Puis en équipe, on peut t'aider, on peut t'encadrer et tout. Puis de cette façon-là, je pense qu'en équipe, tout le monde est meilleur, tout le monde est plus grand. Puis comme je disais tout à l'heure, vous offrez des services que moi, j'offre pas. Et nous, on offre des services que vous offrez pas. Puis ça travaille ensemble. Je dirais les plus belles entrées d'argent que le monde dans le service, comme nous vont faire dans les prochaines années, risquent probablement d'être de près ou loin reliées au transfert d'entreprise. C'est la prochaine, c'est ça. C'est incroyable.
clients là, sont tous à l'âge de la retraite, puis les transferts se font. Moi, je l'ai vécu cette année, là, c'est incroyable. Puis les clients que je suis en train de perdre dans mes corporatifs parce qu'ils s'en vont ailleurs. Il faut que je me démarque. Puis c'est pas vrai que Normand Garot, conseiller, peut rivaliser en tant qu'individu face aux clients versus la gestion des jardins qui est déjà l'emprise. Le client voit la bannière. Il faut que tu amènes des gestions, il faut que tu amènes toi-même ta gestion privée. Tu es conseiller avec toi, tes fiscalistes. Je paye de l'argent, moi. J'emmène des fiscalistes chez le client, je paye pour montrer que oui, moi aussi j'ai une équipe. C'est des grosses sommes en jeu. Ben, nous, on ne te chargera pas. C'est Luc. C'est Luc. Ouais, parfait. Comment vous voyez la démarche, la tangente c'est quand même assez nouveau comme perspective de visibilité d'un conseiller. Comment vous voyez ça? Est-ce que c'est extraterrestre ou est-ce qu'on est dans le jeu? Est-ce qu'on avance bien? Est-ce qu'il y a des commentaires à apporter par rapport à toute cette pensée-là? Moi, je me questionnais par rapport aux questions que je posais tout à l'heure. On a un titre de conseiller, mais en même temps, notre offre de service nous permet de représenter aussi nos partenaires, pas nécessairement de faire leur travail, mais de les représenter. Ça veut dire que quand je suis sur la route, je suis en partie un représentant de mon mérite et de mérite de l'autre côté, mais je peux faire du développement d'affaires en disant je travaille en partenariat pour vous aider à valoriser votre entreprise avec des partenaires. Je vois ça un peu comme ça. Je ne sais pas si c'est. À mon avis, la ligne. À mon avis, c'est bien important de donner l'odeur, l'intérêt, la curiosité d'en savoir un peu plus, puis de ne pas rentrer trop dans les détails où on risquerait de s'enfarger parce qu'on n'est pas professionnel de la situation et de réduire notre compétence. C'est qu'il faut sentir, c'est comme on a invité dans un barbecue, on sent l'odeur du barbecue, on a envie de savoir qu'est-ce qui se cuit. L'ail, le thym, les petites épices qui sont. Puis dès qu'on a la curiosité, que l'invité a la curiosité, qu'est-ce que tu es en train de faire cuire, paf, on passe la POC aux professionnels, mais pas d'aller trop loin. Il faut déléguer le professionnalisme aux gens qui sont faits pour, à mon avis. Si je peux me permettre de. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. C'est juste que si on cogne à une porte, il y en a 20 à 20 qui ont cogné, qui ont eu tout le même discours de conseiller, parce qu'on a un discours qui peut être tenté à se normaliser. Mais tu arrives avec une autre approche, mais avec une approche de présentation de partenaires d'affaires. Il y en a 1%. Qu'est-ce qu'on parle de ça, là? On n'a même pas 1% des conseillers qui pensent de cette façon-là. C'est pour ça que moi, quand je Marc, rencontre, je me dis, je peux être comme ton employé à quelque part, parce qu'à quelque part, je te représente toi, en partie, dans mon offre. Que si l'autre t'a cogné, il dit, moi, je vais t'offrir des assurances. De l'autre côté, il dit, moi, je t'offre de la valorisation, de l'optimisation, tout ça. C'est pas le même discours. Et à travers le reste, moi, c'est plus comme ça que je le vois. Ce qu'on s'en va, la tendance, c'est un offre de service d'un panier. Le client a des besoins, ou tu l'aides à identifier des besoins, mais tu as les services qui vont l'accompagner pour régler ses problèmes. Lui, ce qu'il a besoin, c'est des accompagnateurs. Si on est capable de bien s'entourer, puis d'accepter qu'on ne peut pas tout faire, puis qu'on va juste chercher notre morceau, ben, là, on a des chances de gagner, puis de se placer, puis ça va être un jeu de référencement, on va avoir beaucoup plus de business. Si on essaie juste de cibler, de spécialiser, puis de faire le travail de représentant traditionnel, dans le marché corporatif, ça va être difficile. Les ventes, effectivement, s'en viennent, ils vont devenir, ils sont en train de s'organiser, de plus en plus de services, de tout. Parce qu'ils sont eux aussi savent qu'il y a 60 000 entreprises qui vont être transférées, il y a beaucoup d'argent qui s'en transfère aussi au niveau personnel. C'est à nous d'avoir des outils, d'offrir ce qu'il faut pour que le client soit le mieux, soit capable de se reconnaître et d'avoir ce qu'il a besoin, ce qu'il recherche. J'en ai bien commenté à Vincent. La première chose, c'est une parole qui est bien connue, c'est ensemble, tout seul, je peux aller plus vite, mais ensemble, je peux aller voir plus loin. Ça, c'est du connu. Alors, c'est là l'intérêt de partenariat comme ça. L'autre chose, moi, Desjardins ou Desjardins ne me font pas peur parce que moi, de mon côté, je n'ai pas la bannière Desjardins, mais je n'ai pas de parti pris non plus. C'est ma recommandation. Mon approche ne sera jamais colorée verte ou colorée rouge ou colorée. Mon approche est une approche qui est ouverte au marché. Donc, c'est
ma priorité, c'est plus la bannière, ma priorité, c'est le client. C'est- Desjardins ne me dérange pas, tout en sachant que je ne serai jamais gros comme Desjardins, que je ne serai jamais gros comme PMO, mais que je peux rendre service à un certain nombre de clients d'une façon personnalisée et efficace. Ouais. Parce que toi, tu vas être encore là, tandis que le conseiller de Desjardins peut changer de position. Le service, tu vas faire. C'est ça qu'il faut vendre aussi. L'espérance de vie d'un banque, c'est 2 ans. Après ça, tu changes de bannière. C'est ça qu'il faut vendre aussi aux clients. Moi, j'aime bien dire, puis quand j'ai des clients qui font affaire avec une banque, c'est quand on regarde le conseiller avec qui le client fait affaire, il y a 2 situations possibles. Si tu fais affaire avec un conseiller qui est compétent, c'est sûr que tu vas le perdre dans 6 mois, parce que tu vas chercher la promotion. Ouais. Et si tu fais affaire avec un conseiller qui est là depuis 5 ans, pose-toi la question sur sa compétence. Effectivement. Et c'est imparable. C'est vraiment ça le milieu bancaire. Moi, ça fait 12 ans, j'ai le même gars. Je t'invite à communiquer avec moi. Moi, je suis dans l'immobilier, moi. Malheureusement. Mon parc est à vendre. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, messieurs? Ah oui. Comme Marc dit, c'est de se positionner. Même ici, l'avantage aussi, c'est de travailler avec d'autres conseillers aussi. Puis on a tout accès à ça. L'essentiel, nous avons beaucoup de partenaires, c'est à nous d'en. C'est sûr que dans notre vie de tous les jours, peut-être qu'ils ne sont pas tous utiles, mais ceux qu'on a besoin, il faut les utiliser sans gérer. Sans direction de personne utile, on ne développe pas. Non, mais ça dépend chez personne parce qu'on ne peut pas trop. Non, c'est ça. Merci, Luc. Ça, c'était. Je vous présente Luc. Je vous présente Luc. Ça vient clôturer donc, la rencontre d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Fait que les gens en ligne, ils pouvaient-tu nous parler? Ou? Oui, ils pouvaient, mais donc il y aurait eu le volant orange, voyant orange en bas. Est-ce qu'on voit le nombre de personnes? Participants 1. 1 sur 101. Ah, c'est bon. J'ai hésité, je l'annule ou je l'annule pas. Au moins, ça donne de la visibilité. Puis, c'est sûr que le 12 décembre, là, j'en ferai plus au 12 décembre. J'ai fait, c'était juste limite là. Puis, Tu disais que tu allais envoyer ta présentation. Celle-ci est la firme. Mais est-ce qu'on transfère à toi puis marquer simplement à transférer. Oui. Puis, t'as vu, il y a une petite question sur la firme. Parce que je pense que c'est important, c'est la firme qui veut que les gens puissent en parler. Hein. Oui. Puis, si on a le volet, le levier, là. vous avez des vols, on va en envoyer. Envoie-nous un courrier. Ok, ouais, ça, je vais ça. Je t'en donne Là, il faudra que qu'on se rejoigne d'ici au Oui, peut-être quelque chose à faire avec tout votre réseau. Oui, bien, parce qu'on est complémentaires. J'étais mon ancien employeur, non. Ah ouais? Okay. Moi, j'ai travaillé pendant 3 ans chez Poisson, j'étais directeur du département de l'acheter. C'est moi qui faisais les avis. Je prends son compétiteur avec eux, je dirais. Des autres commentaires que vous avez. Je suis persuadé que c'est la direction. L'amélioration, l'optimisation, elle est différente. Je dirais, il y a à peu près 150 approches. Oui, en conclure, très bien. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les autres tests. Si on va aller dans une grosse entreprise, les centres approches, Donc, c'est la manière dont on travaille depuis des siècles, 100 ans. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il y a moyen de. Eux, ils ne sont pas de
c'est pas possible. Non, mais la moyenne avancée, c'est juste, il faut l'afficher. Ah ouais, non, un peu même il y a 6 mois, un an. On joue à tout dans le lundi. Je pose des questions de la nuit, j'allais dire. Tous ces gens qui sont là, je regarde la valeur de mes produits. Non, non, c'était pas cher. Ouais, mais j'ai. C'est comme ça. J'ai imaginé en fait que tu as c'est la fête de la rentrée. Vous fêtez un peu. Oui, Noël. Ouais, ouais. Je regarde Ben oui, À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Je vois comme ça. ça me fait plaisir. Ça, c'est Non, j'arrive à avoir un renouvellement, je prends du café. Mais moi, je trouve avoir ma chose. Ça, j'ai acheté plusieurs maisons. Je pense que ça serait bon pour lui d'aller dans la chambre. J'en ai un autre complexe à Montréal, on achète à métro. C'est juste là que je vois la différence. J'essaie de. J'ai des amis qui achètent le pain. Je vais prendre la revanche. 5%. J'achète la. Petit groupe, mais. pour le Montréal. ma présence. Oui, ça fait. Je sais pas, là, j'ai passé 3 jours. Avant de journée, mais C'est sûr que. Quelle est la meilleure journée? c'est la première journée. Ils vont être le 16 janvier. Ah oui, Est-ce que tu as eu ta réponse? Oui, je comprends ça. Oui, j'ai eu ma réponse, puis là, finalement, ah, ok, désolé. j'ai dit au client, regarde ton chèque. Alex, Puis, regarde, on va debating on. Parce que l'autre, Oui. C'est juste à l'entrée. À l'entrée. Mathias, c'est bientôt, hein? Oui, c'est bon, c'est juste à l'entrée. c'est ça parce qu'il y a des effets de notre identité.
est inclus dans le contrat. Parce que je me dis, dans le cas des C'est ça, c'est dans le fond, moi, j'ai Personne continue canadien. oui, pour ça que quand j'ai compris la prime, il y a pas de je vais faire ça, puis j'ai des réponses commencées parce que ça prend un ancien de 20 ans. C'est parce que probablement, ce que je vais faire, je vais peut-être faire une demande chez oui. Il reste pas encore la peine. Ouais, mais Si je te si lui, il a pas de personne qui peut parler là-dessus. c'est sûr que si j'arrive Pas là, des opérations, même si je pose des questions, pour moi, c'est intéressant, mais tout le monde Fait que là, je rencontre le client demain. Justement, pour que je fasse la demande pour. Mais outre ça, un des questions qu'on disait, puis je me dis, si on est capable de C'est incroyable, hein. J'ai regardé les contrats du client, les contrats d'Airbnb. La représentante, elle a dit oui, dans cette façon-là, tu arrives avec un moins écoute, il y a un événement, probablement, le sens comme les doses sont vraiment sur les d'ascenseur dans un chance faut que tu connais pas ça. On est quand même assez efficace. C'est quand même, le client, Mais il va pousser et il va faire un argent pour faire la femme, qui est un numéro de tu réponds tout le temps, private call. Alors, lui, il a le droit de faire ça. Il a juste une information permanente. Very good. Pardon. Ça passe, ça. À bientôt. Quand moi je disais, qu'est-ce que vous avez dit? Ça, mais moi, c'est sûr. Ça marche. On va essayer de t'appeler. Ça va plaisir. Merci. On peut penser à ça. Non, c'est bon. Ça, c'est Luc. Ah, il y a un Louis. C'est pas de l'eau. C'est Marc-André, oui. Ah, c'est Marc-André. J'ai vu l'adresse de la carte de fête sur Henri Bourassa. Je pensais qu'Eco était. Le siège social est à Longueuil. parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est. Quand on a décidé de se lancer. C'est intéressant. On s'est associé avec un gestionnaire. Ouais. On a des commentaires au niveau marketing. Ouais. On va aller chercher le service de marketing et le marché disponible. Parce qu'en levant déjà, Je vais te montrer ma présentation habituelle parce que je voulais pas. Mon objectif, c'était pas de vendre mon entreprise. Mon objectif, c'est de discuter avec vous. Fait que je sais pas, mais habituellement, mon entreprise. le marché s'en va, on va les défendre, ça s'en va aussi. Puis le marché, quand on regarde l'évolution, la gestion discrétionnaire prend de plus en plus. On est rendu à convoi du tiers, on a fait son service. Chez vous, Tandis que dans la c'est le marché. OK. ça, il y a une tendance. Ça s'en va. Quand je me rends la présentation, le marché, c'est tout à la bourse. La vente, la bourse bouge. Tu peux poursuivre, tu peux pas venir gérer. C'est de l'émotion. Quand on va faire le tout de son conclusion, ça va là. C'est sûr, c'est l'étude de marché que j'aime bien. Parce que la gestion, elle permet d'avoir des choses qui ne sont pas reliées à la bourse. Et on est des choses différentes. Puis ça, il y a visuel, clean. Mais c'est clean. Je veux dire, je suis pas très nouveau et utile. Puis on essaie de faire ça chez vous. La seule raison pourquoi je l'ai fait comme ça, c'est que je voulais pas. Mon objectif, je pensais qu'il était avoir une trentaine de personnes. Mon objectif de jeu, c'est d'avoir des services, c'est capable de donner des idées qui pourraient susciter des dialogues avec les gens. C'était ça mon objectif, c'était plus d'informer, d'avoir une discussion avec vous. C'est pour ça que j'ai enlevé tout, puis là, c'est que je faisais un contexte social. Mais habituellement, c'est plus comme ça. Plat, parce que le but, c'est d'aller voir ensemble. On essaie
Sûrement, au niveau des outils de back-office, Mais on merci. avait des outils qu'on pensait qu'il y avait Je sais pas, parce qu'on avait fait des affaires. Ça, c'est plus constructif. Ouais, c'est gentil. Ça va être Merci un bien. module Philippe. un module de gestion de marché dispensé. Puis ça va être en plus en gestion portefeuille, c'est une autre question. Merci. Merci encore. Oui, bonne fête. Merci, Fabien. C'est ça toute cette année. Puis là, on est en train de bâtir une gestion intelligente et pas axée sur les produits, mais axée sur le client, sur la vision, comme les familles office qu'on va voir aujourd'hui, qu'on est ici, qu'on est plus ou moins développé, parce qu'à cause des lois, des règlements, les outils ne peuvent pas faire compte du développement. C'est pas simple. On est en train de les développer, on a des ententes de faire avec des grosses boîtes, avec vraiment pour bâtir des portefeuilles types, puis avec quelque chose de bien super intéressant. Donc, vraiment, on veut se distinguer, c'est peut-être différent des autres, puis c'est parce que le marché zéro, ça va, puis il faut le faire. Mais c'est quelque chose de plus ça. Là, maintenant, White Haven, c'est un peu rendu ton concurrent. Ben oui, mais moi, ça ne me dérange pas, parce Non, qu'à mais part dans la vie, ça m'en prend une concurrence. Non, non, c'est pas mal. Tout à fait. Il y en a Puis, pas on est beaucoup. dans un marché, Non. surtout si on regarde le marché principal, le marché dispensé, ça marque, ça passe par l'éducation. C'est pas connu. Au Québec, c'est quand même récent. Donc, ça fait quand même pas longtemps. Combien de personnes? 10 qui ont des licences à moi? Non, il y a plus que ça commence à bouger pas mal. Soit il y a 2 ans, il y avait 50. Oh, mais il y en a beaucoup, c'est des one-man shows. Oui. Ouais, Mais je veux aussi, dire- c'est qu'il y en a là-dedans, c'est qu'il était affilié à des entreprises qui étaient là, mais sans être là. Ouais. Parce qu'on regarde les vraies firmes dans le marché dispensé au Québec, mais c'est White Haven. OK. Il y a des institutionnels qui sont là-dedans, qui regardent parce que le marché institutionnel est intéressé, parce que c'est du privé. Ils veulent être capables de contrôler comme outil, ils ont des gens pour le faire. Ouais. Des vrais boîtes qui sont capables de développer, partir d'une compagnie, un projet à zéro, puis faire un produit, puis le mettre en marche, le mettre sur une plateforme, puis aller chercher du financement. Il y a des boîtes comme ça. Il y a d'autres boîtes pan-canadiennes qui ont des présences, mais ils ne sont pas au Québec. Avec les villes, à part J'ai travaillé un petit peu avec, je ne sais pas si tu connais Nicolas Beauchamp, Alternative Capital. Non. Donc, il a sa licence, mais ce qu'il fait, c'est un peu différent. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre des positions dans des entreprises qui ont des problématiques de cash flow ou de croissance trop soutenue. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser son levier marché dispensé pour lever des capitaux. Donc, il va dire, mettons, j'ai besoin de 10 millions d'injections. Il va mettre 2 millions, il va aller chercher 8 avec sa licence. Puis, il va investir dans une compagnie, il va prendre la direction, il va la structurer, il va appliquer, il va vendre. C'est un petit peu plus comme ça qu'il fait. Ah ben lui, c'est ça. Lui, il est plus un gars de compagnie qui veut vraiment prendre le contrôle et développer et faire de la C'est un investment bank. C'est ça. Nous, on n'est pas là. Nous, on est là pour appuyer les entrepreneurs. On n'est pas penser. C'est ça. Au contraire. On veut être présent pour suivre ce qui se passe, pour contrôler. Mais on ne veut pas prendre sa place, on veut les laisser grandir. Pour pas qu'ils se sentent bouffés. Parce que quand il y a des intérêts, comme les Grands Québec ou les compagnies, eux autres, ils rentrent dedans, puis c'est ces problèmes, ils les rajoutent, puis ils les baillent, puis on a plus de contrôle, puis j'en ai entendu plusieurs fois. C'est ça, nous, on n'est pas là, on ne veut pas être là. J'ai beaucoup de clients qui me disent, ouais, mais j'ai quelqu'un qui m'a proposé de devenir partenaire, puis j'aime ça, il est riche. Je dis, combien plus riche que toi? Ben, moi, il vaut 1 million, il dit, lui, il en vaut 100. Parce que la convention, ça marche. C'est la cause shotgun. Oui. Pour certains, ça désécurise, mais Oui. Parce que les gens, malheureusement, en business, ils ne comprennent pas comment. Ils ne savent pas calculer tout ce qui est possible maintenant, puis ils pensent de bonne foi que c'est un bon partenaire parce qu'ils ont de l'argent qu'ils vont aider à grandir, mais depuis que le partenaire qui est capable, il va bouffer aussi. On avait vu une transaction, il a besoin d'injection de capital. On va prendre une portion de la compagnie qui reçoit l'offre. Le gars, je ne dirais pas son nom parce que le monde le connaisse. Mais il dit, je vais te mettre ton 250 000, il a besoin de 500, je vais te mettre 250 000. Il dit, en échange de 50 de ta compagnie. Il n'a pas le choix. Et puis là, il était là. Dans son contrat, je n'ai jamais vu autre chose. 9 contrats dans le quotidien. Puis telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire. Là, je commence à aller ça quelque part, je fais comme. Tu vas pas signer. Pourquoi? C'est mon 250 000. C'est un 250 000 en capital d'action privilégié qui donne 8 d'intérêt, remboursable après 2 ans. Puis en échange du prêt, il prend 50 de ta compagnie. Il dit, mais même pas d'équité, rajoute de la dette.
il ne fait rien. Là. Dans 2 ans, tu ne seras pas capable de le rembourser. Parce que tu fais les prévisions sur 5 ans. Fait que si dans 2 ans, tu lui donnes ta compagnie. Fait qu'ils vont avoir prêté 250 000 pour 100% de la décision. Fait qu'il colle. Une chance, tu me l'as dit. Mon avocat ne l'avait pas vu. Et je suis comme, ouais, mais tu m'as dit que c'était compliqué comme contrat. Si t'es pas compris, tu comprends pas, l'autre, je ne l'ai pas, donc c'est l'autre qui comprend. Si t'es avocat et tu ne comprends pas le contrat, Ouais, mais, puis qu'un gars qui est zéro avocat, il comprend, ça va pas bien. ouais, mais au niveau des connaissances, dans le centre, on regarde les représentants, comment ils sont, on va dire, pas négatif, mais. Question pour toi. Nous, on fait. Moi, je fais du financement d'entreprise, comme avec les banques, puis tout ça. Souvent, on se fait approcher, puis les gens nous demandent d'aller chercher une liquidité pour. Puis là, on le fait un peu sur une family office, c'est friends and family, moi, les amis, on va mettre un petit peu d'argent, on va prendre une position, on va le faire comme ça. Sauf que, mettons qu'ils me demandent plus, je ne suis pas capable. Je n'ai pas la licence, je ne peux pas nécessairement rencontrer les investisseurs. C'est quelqu'un que je connais qui est proche, mettons, mon frère, qui est avec l'ONM, ça ne marche pas trop. Pour que ce soit des investisseurs qualifiés. Par contre, mettons que je ne peux pas cogner chez mon voisin. Non. Parce que là, je peux. C'est ça. C'est ça, reste à bien. Est-ce qu'il y aurait moyen qu'on puisse faire un deal comme ça, qu'on puisse le regarder et travailler ensemble? On est complémentaires. C'est ça, C'est un peu ça qu'on recherche. Tu vois, dans les fonds qu'on a bâtis, c'est les fonds de fonds. Ouais. On veut des petites structures où on n'a pas besoin de trop net, pour diversifier le fonds en même temps pour l'investisseur. Tu vois, le dernier qu'on va faire finaliser à côté, c'est plus dans le domaine de l'alimentaire. C'est cette compagnie à l'intérieur avec des petits montants qui fait mon total de 5 millions. On a diversifié ici, l'une qui perd là-dedans, mais les autres compagnies. On veut du risque, mais on veut décider exactement. C'est un peu ça qu'on recherche présentement. Ça peut être des plus gros parce que les projets sont plus gros, donc plus intéressants. Il faut toujours regarder en arrière. Je voulais vous saluer avant de partir. Ça fait vraiment plaisir. David, Maintenant, je suis roule encore. Claude, merci. Les deux, Alex et Mathias sont dans mon bureau. Hein. Oui, je peux le dire. Non, de toute façon, il faut aller à Mathias sur la rappel. C'est tout parce que les caméras sont fermées puis ça va. Ah ouais. S'il y a quoi que ce soit, Oui, messieurs, je t'envoie par courriel les 2 présentations. Ouais. Il y en a un grand plaisir. C'est pour le site, Ouais. par courriel. Et merci encore de Claude. Ah oui, voici ta clé. Ah, ma clé. Oui. Il y a la présentation là-dessus? Oui. Ok, donc je peux le faire partager. Je vais te l'envoyer en PDF si ça ne dérange pas. Oui, ce sera mieux. Je vais l'envoyer en PDF. Celle-là est 42 MB. Là. Ouais, ce sera mieux. Et à bientôt, messieurs. Merci. Est-ce que tu promènes pas mal au Québec avec le boulot? Non, moi, j'ai pas beaucoup de temps parce que là,